Une société, elle peut très bien vivre sans eau et sans gaz. Elle ne sait pas vivre sans électricité et sans données. Et donc l'ordre logique des choses est en train de se modifier. Comprendre qu'il y a un intérêt à protéger son patrimoine numérique. Voilà. Pro, perso, même combat. Ça dépend juste de l'utilisateur. La seule chose qu'on ne peut pas acheter, qui est le temps, et de tout perdre à cause d'un petit virus, d'une petite bricole, d'un truc qu'on n'a pas vu. Ça concerne tout le monde, peu importe la taille de l'entreprise. L'enjeu, c'est de collecter de la data, et puis après, les pirates verront quoi en faire un petit peu plus tard. Dans tous les cas, on est quasiment dans une démarche financière, hors des piratages étatiques, évidemment, qui n'ont pas d'intérêt, si ce n'est des intérêts de guerre économique. Mais on est vraiment dans une nouvelle économie du piratage. C'est la mafia sur Internet. Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite ? Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès ? Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sillonne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Kevin. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler cybersécurité, cyberattaque, sécurité. Alors, rien que le terme cyberattaque, c'est apparemment un terme qui est assez récent. À l'époque, on parlait de piratage, de hack. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est vraiment omniprésent et surtout que ça a évolué. Il y a quelques jours, quelques semaines, le président Macron a même lui été piraté avec une sorte de petit logiciel Pegasus. C'est quand même incroyable de se dire qu'on arrive sur un téléphone à pouvoir pirater un téléphone qui normalement doit être ultra sécurisé. Il semble que rien ni aucun système ne soit à l'abri. Aujourd'hui, je suis avec toi, Kevin Polizzi, le fondateur de Jaguar Network, en charge de la division pro de Free. Alors, on a un épisode qui était consacré entièrement aussi sur ton parcours. Avant de commencer vraiment le podcast, on va faire la mise à jour de ta vie, puisque je crois qu'elle a pas mal évolué. On va pas trop revenir sur ton parcours, mais ensemble, dans ce hors-série, on va essayer de comprendre la cybersécurité, les risques. Est-ce que ça n'arrive qu'aux autres ? Et je vais parler de mon expérience toute récente. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'attaque ? Peut-on s'en prémunir ? Prévoir, lutter, s'assurer, et éventuellement envisager de tout perdre. Donc avant tout, on va faire cette mise à jour, cette update de ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le numéro 6, qui devait être en octobre-novembre 2019 ? Eh bien, écoute, bonjour à tous. 2019, c'était déjà il y a quelques longs mois. Il s'est passé plein de choses. Hein. J'ai l'impression qu'il s'est passé 10 ans. On a un masque déjà. Exactement. Ouais. On a évidemment mis sur le marché avec Jaguar Network la Freebox Pro, hein, qui a été notre grande occupation ces 2 dernières années. Une offre tout intégrée dédiée aux pros, qui permettent à la fois de mélanger l'IT, de les manger toute la partie télécom, un backup 4G, 5G intégré dans la box directement. Et puis dans cette Freebox, on y reviendra, on a souhaité amener l'IT, amener la sécurité, amener le stockage des fichiers, amener la data. Donc on a créé un produit qui va largement au-delà de ce qu'on peut attendre et espérer d'une box internet, hein, qu'on a tous à la maison, parce qu'on sait que cette menace elle est croissante. Tu as raison, on a parlé avec différents termes de cybercriminalité, de cyberattaque, de malveillance. Il y a clairement une grosse intensification depuis ces 2 dernières années des attaques, et un manque de compétences et un manque de compréhension du sujet. C'est pour ça que j'ai un grand plaisir à animer ce hors-série avec toi aujourd'hui. Et puis j'espère que les gens qui vont nous écouter seront un petit peu plus sensibilisés à ce sujet majeur. Allez, avant de rentrer dans l'art du sujet, enfin dans le truc,
grosso modo, par rapport à Free, toi, tu t'occupes de la division pro, hein, c'est ça. Moi, je suis président et fondateur d'une holding qui s'appelle Unitel, qui investit dans l'écosystème tech français, dont Jaguar est l'une des participations, une société que j'ai fondée en 2001. Et puis, lors de l'alliance avec Iliad, nous avons mis en œuvre différents projets, notamment un projet autour de la Freebox Pro, mais aussi des projets autour du cloud, des projets autour de la sécurité informatique et de la 5G. Et donc, moi, j'ai la chance de m'occuper de toute cette division. En plus de mes activités d'investisseur via Unitel. Donc les journées sont bien remplies. Alors pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ces hors-séries ensemble ? Parce que d'abord tu es ultra tech, tu es geek depuis l'enfance, il me semble, puisque Jaguar on en avait parlé. Voilà. C'est ancien maintenant. Ouais. Voilà. Et puis de toute façon, entre le cloud, l'hébergement et l'accès Internet, je pense que vous devez, on va largement y revenir, je pense que vous devez être... tout le temps. Quand on est petit à l'école, on apprend le cycle de l'eau très rapidement avec les différents états de l'eau, son état gazeux, son état liquide, etc. Dans la donnée, dans la sécurité informatique, c'est exactement la même chose. Il y a un cycle de la donnée. Il faut la transporter, c'est les télécoms. Il faut la stocker, c'est le cloud, c'est les data centers, c'est aussi les serveurs qui se promènent dans des milliers d'entreprises et chez quelques geeks à la maison. Et donc on va avoir un enjeu fort sur cette donnée, comme pour l'eau, hein, elle pourrait être polluée. Bah là, la donnée, il faut pas qu'elle soit polluée, il faut qu'elle soit sécurisée, il faut qu'elle soit supervisée. On ne donne pas de l'eau potable à boire avec n'importe quoi à l'intérieur. On donne pas à ses utilisateurs une donnée remplie de virus, de malware, de ransomware, etc. Avec vraiment un parallèle, cette donnée, elle a une gestion, elle a un cycle de vie. Et comme elle est en train vraiment de pénétrer notre quotidien, moi je dis toujours que l'Internet, c'est le quatrième fluide. On a l'eau, on a l'énergie, on a le gaz, et puis aujourd'hui on a la donnée. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on faisait un test avec quelques collaborateurs l'autre jour. Une société, elle peut très bien vivre sans eau et sans gaz. Elle ne sait pas vivre sans électricité et sans données. Et donc l'ordre logique des choses est en train de se modifier. Allez, on y va. Donc on va parler cyberattaque. Depuis 2020, les attaques flambent. Alors je ne sais pas si tu peux me l'expliquer ou tu dois le savoir. J'ai noté 255% d'augmentation des logiciels de ransomware. Les attaques ont été multipliées par 4. J'en ai subi une. Je le raconterai plus tard. Perso, toutes les semaines, j'ai des serveurs chez OVH, par exemple, qui me disent « Attention, début d'une attaque, attention, fin d'une attaque ». D'abord, avant de savoir, j'ai 2 questions à te poser. La première, qu'est-ce que c'est une cyberattaque ? Et la deuxième, pourquoi moi ? Qui n'héberge pas la NASA, les trucs hyper, etc. Une boîte normale. Pourquoi on vient m'emmerder à moi ? Bon, une cyberattaque, on va revenir très rapidement dessus. Hein. On a parlé de cybercriminalité. C'est toutes les activités illégales qui utilisent le réseau Internet. Hein. Et là, vraiment, on peut faire un parallèle avec ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Le ransomware, le rapt, etc., toutes sortes d'activités illégales traversent Internet. Pourquoi toi ? Parce que toi, tu es une cible beaucoup plus accessible que la NASA et que des gens qui investissent des millions d'euros ou de dollars dans leur sécurité. Et donc toi, quand on va venir te demander une petite rançon de quelques centaines d'euros, potentiellement, tu as la taille de payer pour ne pas avoir à gérer le problème avec une assurance, avec des techniciens, des informaticiens, etc. Donc tu es une cible vraiment parfaite et aujourd'hui, la PME est probablement le meilleur rapport qualité-prix du pirate. C'est-à-dire, je suis capable de lui envoyer à peu près n'importe quoi parce qu'elle n'a pas les moyens d'investir significativement en termes de sécurité. Et à l'inverse, ce sont des sociétés qui sont souvent un petit peu en flux tendu de trésorerie ou de personnel, et donc elles tolèrent mal l'arrêt de production. Et donc, ce sont des cibles absolument magnifiques. On pourrait faire le lien peut-être avec les antivax. Voilà, c'est une cible magnifique pour un virus lorsqu'il n'y a pas d'antivirus. Ça marche comment ? C'est-à-dire que ils vont pas se dire je vais aller choper Frédéric Azoulay, Papéo, etc. Ils se disent, ils scannent en fait. Comment ça marche ? Ouais, c'est automatisé. L'Internet est scanné en permanence. Crawlé, en fait. Ouais, on parle d'un bruit de fond qui en fait n'est pas un bruit de fond, mais qui est une partie significative du trafic Internet mondial. Hein. Alors c'est sûr que quand on enlève YouTube, Facebook, les GAFAM, etc., on enlève 70% d'Internet.
Et ça, vraiment, il faut comprendre que ces boîtes-là, elles ont une hégémonie quasiment totale sur Internet. Mais en parallèle de ça, il y a tout un tas de trafics, dont des trafics de bruit, qui sont des trafics de scan. Alors, on va retrouver des géographies au Moyen-Orient, en Russie, en Afrique, beaucoup en Asie aussi. Et puis, il y a deux types d'attaques. Il y a les attaques qui sont diligentées par des étudiants ou par des groupes de pirates. Et puis, il y a des attaques qui sont diligentées par des gouvernements. Nous, on a eu la chance d'être confrontés à peu près toutes les typologies d'attaques depuis maintenant près de 15 ans. Et on voit celles qui sont des attaques pour nuire, qui sont des attaques qui cassent, qui stoppent, qui arrêtent, qui embêtent. Et puis, une grande majorité des attaques, je dirais quasiment 70 à 80%, c'est des attaques silencieuses. Des attaques dont l'objectif est d'exfiltrer de la donnée, d'aller récupérer dans le cadre de l'intelligence économique des informations significatives sur une entreprise ou des concurrents qui s'attaquent les uns les autres. On a connu ça aussi dans des anecdotes assez marrantes. Alors, donc ça, si tu veux, ça sniffe, en fait, ça balaye le web, ça scanne le web. Exactement. Par exemple, moi, si j'ai un site hébergé sur Joomla ou sur WordPress, par exemple, ça va déterminer quel est le CMS ou quel est le logiciel, voir si le patch de sécurité a été mis ou pas. Voilà, un petit robot qui va venir analyser l'intégralité des pages du site web. Ça pourrait faire penser aux robots de Google ou des moteurs de recherche. C'est exactement le même principe. On va venir collecter quelques informations de base sur la page qui est en face de nous. Et puis, on va chercher un moyen de rentrer. Est-ce que c'est une passoire et donc on trouve 10 moyens de rentrer? Ou est-ce que c'est un site qui a été mis à jour récemment? Et là, il faut être un petit peu plus sioux, un petit peu plus expert. La difficulté des cyberattaques, c'est qu'aujourd'hui, elles sont accessibles à tout le monde, à tel point ça ne fait pas du tout partie ni des budgets informatiques ni de la conscience collective. Aujourd'hui, on achète son site internet à une agence web, on le met en ligne et puis on prie très fort qu'il se passe rien. Or, si l'agence web elle n'est pas rémunérée pour faire des mises à jour de sécurité régulières, il se passe en général pas grand-chose. Tout travail mérite salaire, comme on dit. Et donc, on se retrouve avec un internet infesté de failles de sécurité. Et donc, c'est un gâteau merveilleux pour les pirates qui n'ont plus qu'à s'en saisir. De 7 à 77 ans, on a une majorité d'étudiants qui, pendant les vacances, on voit des campagnes d'attaque qui sont diligentées. Et on a une hausse des campagnes de cyberattaque pendant les périodes de vacances scolaires en France, par exemple. Oui, parce très bien qui est derrière. On va le voir, il y a plusieurs façons. Bon, là, on parle d'Internet, du site Internet. Mais il y a aussi la connexion, enfin l'ordinateur, quand tu le branches. Bien sûr. On va y revenir aussi. Quel est l'enjeu quand je t'ai posé la question pourquoi moi, tu vois, par exemple, moi sur mon site d'e-commerce, tu commandes, quand tu as un truc, tu es redirigé vers la banque, donc j'héberge pas de numéro de carte bleue, etc. Donc chez moi, alors s'ils scannent, c'est qu'ils savent pas ce qu'ils vont trouver de toute façon. Je pourrais éventuellement héberger des numéros de carte bleue. Mais quand ils vont scanner, ils cherchent quoi? Plutôt des emails, des numéros de carte bleue? C'est un cambriolage dans les règles. C'est-à-dire qu'on ouvre la porte et on verra bien ce qu'on trouve derrière. Alors après, dans des sites de e-commerce, en général, on trouve des données personnelles. Elles sont censées être procédées et traitées par le RGPD. Mais de temps en temps, il y a encore des petites faiblesses. Tout le monde s'est pas mis à jour à la vitesse escomptée par le régulateur européen. Et donc, on va venir trouver des données personnelles qu'on va pouvoir vendre sur le dark web. Sur le réseau internet alternatif, sur lequel en fait on va pouvoir acheter pour 20, 30, 50 dollars des milliers d'adresses mail, des milliers de numéros de carte bleue, tout un tas d'informations, libre à chacun d'en faire ce qu'il en souhaite. Ça pourrait être une entreprise tout à fait traditionnelle qui vend des goodies sur Internet et qui a besoin de s'acheter un fichier client de 700 000 adresses email dans une région française pour être capable d'aller cibler des clients à côté de chez elle. Il y a vraiment tout et n'importe quoi, et un peu comme en cuisine, chacun trouvera les ingrédients qui lui conviennent pour fabriquer ce qu'il cherche à avoir. Et puis de temps en temps, on trouve des surprises. Il y a de grandes sociétés comme Adidas, comme Sony, qui se sont fait pirater. Dimanche dernier, c'est Deutsche Telekom qui s'est fait voler 3,5 millions de données personnelles de ses clients. Ça concerne tout le monde, peu importe la taille de l'entreprise. L'enjeu, c'est de collecter de la data, et puis après, les pirates verront quoi en faire un petit peu plus tard. Dans tous les cas, on est quasiment dans une démarche financière tout le temps, hors des piratages étatiques, évidemment, qui n'ont pas d'intérêt, si ce n'est des intérêts de guerre économique. Mais on est vraiment dans une nouvelle économie du piratage. C'est la mafia sur Internet. Quand le robot est arrivé, il a détecté la faille, il a détecté qu'il n'y a pas de page de sécurité, donc il peut rentrer.
derrière, il y a une sorte de rapport et ensuite, il y a des gens mano à mano qui vont commencer à bidouiller. Alors en général, c'est maintenant tout automatisé parce que c'est quand même un petit peu ancien maintenant ce genre d'attaque et ce genre de biais. Et donc en fait, c'est un robot qui va faire l'équivalent de ce qui se faisait en manuel il y a 10 ou 15 ans, qui va venir récupérer, collecter, classer et puis à partir de là valoriser. C'est une démarche de big data. Quand on fait de l'industrie 4.0, on met des objets connectés sur ces machines industrielles, on en connecte la donnée et on regarde si la chaîne de fabrication elle tourne à plein régime ou s'il y a des petites optimisations à faire ou des défauts qualité à régler. On est exactement sur le même sujet, c'est une démarche de big data. J'ai quand même l'impression que on se pose pas la question si on va être attaqué, on doit se poser la question quand on va être attaqué en fait. C'est vraiment presque inéluctable. Ah, c'est tu branches, certain. Tu plugues, tu attends. Ah bah exactement. Alors bon, après il y a des gens qui sont plus ou moins courageux, plus ou moins conscients. Ça dépend. Encore une fois, quelqu'un qui fait quelques dizaines d'euros de chiffre d'affaires par mois sur son site internet, il peut prendre le risque, il peut tolérer le risque. Une boîte de e-commerce dont on se souvient pour la plus grande majorité que le site web, en général, il est ou devant ou derrière la boutique des Champs-Élysées. Là, ça vaut quand même le coup d'y mettre quelques ressources et de regarder. Mais comme d'habitude, depuis toujours sur tous les sujets, on apprend de ses erreurs. C'est très très rare d'être proactif. Tant qu'on s'est pas brûlé avec la boîte d'allumettes, on se dit pas que c'est chaud et qu'il faut pas jouer avec. Et donc il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont mises à l'arrêt. Je pense à une entreprise qui s'est fait pirater 1500 postes de travail, 1000 serveurs. Par un ransomware assez violent, diligenté par un groupe de pirates qui demandait à peu près $2 millions de rançon pour donner la clé de déchiffrement des fichiers. Tu as les hôpitaux, tu as la voilà, mais le problème des entreprises, c'est qu'elles ne peuvent pas payer ces rançons, soit parce qu'elles n'ont pas les moyens, c'est l'analyse la plus simple, soit parce que leurs assureurs ou leurs clients n'accepteront plus de les couvrir derrière. Et donc, on se retrouve face à un mur où la seule manière de s'en sortir, c'est de disposer d'une copie de son jeu de données et d'être capable de redémarrer ça. Là, je parle d'une société qui a mis 10 jours à redémarrer, ce qui est un délai très court. On a des collectivités qui mettent entre 6 mois à 1 an pour redémarrer sur le même type d'attaque. 6 mois à 1 an, sans état civil, sans logiciel de cimetière, sans rien, au papier et au crayon. Et donc 10 jours, c'est quasiment plus de 20 000 salariés qui sont au chômage technique avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. Tout ça parce qu'on a laissé un compte VPN ouvert, un salarié avait quitté l'entreprise et puis le login mot de passe s'est retrouvé sur le dark web et le pirate un peu malin, un crack, il est remonté dans tout le système en silence. Et c'est ça qui fait peur, c'est que tout ça se fait en silence. Ouais. À l'époque, on parlait de virus. Maintenant, on parle de malware, ransomware, phishing, fraude au président. C'est quoi les différents types d'attaques ? On vient d'en évoquer quelques-unes, mais est-ce que tu peux donner quelques-unes, par exemple ? Déjà, le monde entier parle maintenant de virus dans le monde réel. Ouais. Donc, moi, sincèrement, j'y ai trouvé des parallèles assez incroyables entre ce qu'on a vécu dans le monde cyber en termes de rapidité de propagation des virus et ce qu'on retrouve dans le monde réel. Donc, il faut pas du tout décorréler le monde cyber du monde réel. C'est ni plus ni moins qu'une homothétie l'un de l'autre. Ils se ressemblent énormément. Et effectivement, si on parle des Jeux Olympiques de la cybersécurité, il y a des grandes divisions, il y a des grandes familles. La fraude au président, c'est la fraude sociale, c'est-à-dire celle qui vient abuser de la confiance de quelqu'un. Elle est très peu technique. Alors, on peut le rappeler, on va le rappeler. Alors, ça consiste à envoyer un email à une société, un directeur financier, à un comptable, etc., pour lui demander d'exécuter un virement bancaire très rapidement, parce qu'il y a toujours une urgence instantanée dans ce cadre de virement. Nous-mêmes, on l'a connu ici. Alors, on n'est pas vraiment dans la cyberattaque, on est dans l'arnaque en fait. C'est le cyber. Cyber arnaque, oui, mais c'est le canular téléphonique presque de dire. On est quasiment là-dedans. On abuse de la conscience. Ça s'appelle le social engineering en fait, tout simplement. On fait de l'ingénierie sociale. On donne les 3 arguments qui sont les 3 arguments que seuls les gens qualifiés dans l'entreprise peuvent connaître. Ils sont tous disponibles sur LinkedIn et de partout en fait. Si on prend 5 minutes pour en faire la synthèse et donc on lance une fraude au président. On a des fraudes au président qui sont un peu plus avancées. Nous, on a rencontré ça où la personne qui a téléphoné au directeur financier de Jaguar avait la même voix que moi.
Ah oui. Et donc, ils ont pris des vidéos sur YouTube de différentes interventions et puis ils se sont ou entraînés ou ils ont mis une intelligence artificielle pour construire les quelques phrases qui allaient bien et qui lui ordonnaient de faire un virement en Chine de $700 000 dans le quart d'heure. Ce qui n'est pas tout à fait les virements qu'on fait tous les jours chez nous non plus, ce qui a totalement semé le trouble. Mais aujourd'hui, on peut fausser un numéro de téléphone entrant, on peut afficher n'importe quoi sur le téléphone. Non, mais tu aurais pu enfin, 700 000, c'est gros quand même, mais je sais pas, 5 000. Ah, mais je pense que quelques milliers d'euros, ça serait passé. On était sous les procédures de contrôle, et sous les procédures de contrôle, on vérifie pas. Donc voilà, il faut être hyper attentionné sur ces sujets d'ingénierie sociale. C'est un coup de fil au service informatique où un utilisateur a perdu son mot de passe, il lui faut dans la seconde, et le gars se méfie pas, lui donne. Et crac, on a la main sur le VPN, on rentre dans le réseau de l'entreprise, et puis dans 6 mois, on y laissera un petit cadeau. Donc on a tout ce qui est social engineering. Après, on a tout ce qui est virus, malware, tout ce qui se transmet en général par la messagerie. Alors, c'est quoi la différence entre un virus et un malware ? Alors, un virus, il a plutôt une approche destructive. C'est-à-dire qu'il a plutôt une approche dans laquelle on arrête le système. Ça ressemble à peu près au virus biologique, celui qui vient embêter votre corps. Soit il y a un antibio et il sort, soit il n'y a pas d'antibio, ça devient plus grave. Le malware, il est là pour embêter les gens. C'est-à-dire, par exemple, il est là pour transformer votre ordinateur en relais de messagerie pour des pirates. Donc, il va venir s'installer gentiment, et puis il va utiliser la puissance informatique, par exemple, pour miner de la blockchain. Ah oui. Donc vous comprenez pas, d'un coup votre ordinateur il devient à 100% d'utilisation tout le temps, il est très très lent. Pourquoi ? Parce que il y a deux rigolos qui se sont dit tiens, plutôt que d'aller faire des calculs de blockchain sur des supercalculateurs, on va infecter 200 000, 300 000 PC. Et puis même si la puissance elle est très faible, finalement il vaut mieux 300 000 PC qui bossent pour moi gratuit que d'aller payer 5 € d'électricité dans un gros supercalculateur. Donc tous les malwares ils sont là pour enquiquiner, ils sont en général au service de tiers. Donc ils bossent, c'est des sous-traitants de tiers. Et puis après, on a tout ce qu'on retrouve plus dans le type ransomware ou dans le type attaque anti-DDoS. Le ransomware, c'est celui qui vient chiffrer vos fichiers contre une rançon. Moi, j'ai vécu ça dans un nombre innombrable d'entreprises ces 2 dernières années. Ça a quasiment concerné une entreprise sur 2 à différentes échelles, soit sur l'intégralité du système d'information des milliers de serveurs, soit sur quelques postes de travail clés où on demande pas grand-chose, on demande 500 €, 1 000 € en blockchain. Comme ça, tout ça s'évapore très vite dans la nature. Et tu as des clients qui ont payé ? Alors, en général, on paye pas ? Alors en général, on paye pas. On paye pas parce que normalement, on a un système de sauvegarde qui est testé, validé, fonctionnel. Donc celui qui en arrive à payer, c'est qu'il a raté un bout du boulot. Et en général, celui qui paye une fois, il paye toujours. Et donc du coup, il faut faire très très attention parce que on peut, pour sauver les intérêts d'une société, être tenté de dépenser quelques milliers d'euros parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus simple de payer que de perdre 1 mois, 2 mois de chiffre d'affaires. Et ça prend tout de suite des proportions énormes, surtout dans les PME. Mais à l'inverse, quelqu'un qui paye devient une cible permanente. C'est la cour de récréation à l'école. Donc il faut faire attention à ça. Et le seul moyen de lutter contre le ransomware, c'est le backup, c'est la sauvegarde de fichiers, du versionning. Et puis les attaques DDoS, ce sont des attaques distribuées. On prend là aussi un malware, 200 000, 300 000, 400 000 ordinateurs qui viennent tous vous attaquer en même temps. Ils viennent saturer votre bande passante. C'est des attaques qu'on appelle périmétriques. Et donc ces attaques-là, elles viennent attaquer un firewall, elles viennent attaquer un réseau informatique. On est capable parfois de s'en débarrasser lorsque l'opérateur télécom protège en amont et filtre les flux qui sont des flux illégitimes. Mais de temps en temps, quand on est une plus petite entreprise ou un particulier, on a un petit firewall. On n'a pas tout à fait mis la dernière version logicielle à jour. On recule l'investissement parce que finalement, comme il se passe rien, il n'y a pas de raison de changer. Tout ça tombe en marche très bien. Et là, l'entreprise s'arrête. Parce qu'encore une fois, quand vous prenez 300 000 ou 400 000 demandes en même temps, c'est pas tout à fait la même chose que les 5 à 10 utilisateurs qui utilisent en permanence. Dernier point qu'on n'a pas évoqué, c'est le phishing. Ouais. Alors le phishing, ça, c'est vraiment le truc... C'est l'usurpation d'identité. Voilà. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme l'ingénierie sociale. Alors quand j'écoute des émissions ou quand j'ai préparé cet épisode, donc j'ai écouté pas mal de choses. Tu as toujours le même profil, on te dit oui, mais vous recevez un email de votre banque un peu douteux, au graphisme de votre banque, etc. Il y a plein de fautes d'orthographe. Mais ça, j'ai l'impression que c'était avant.
Aujourd'hui, maintenant, les fautes... Alors déjà, il n'y a plus de fautes depuis longtemps. Voilà, donc c'est plus compliqué. La charte graphique, c'est la même, au pixel près. Tout ça, c'est des copyistes qui refont des Van Gogh dans la cave. Et donc, quand on reçoit un mail de phishing, ça peut très très vite ressembler à la réalité. Nous, on a fait un test de phishing en interne dans l'entreprise. Premier test de phishing, j'y suis allé un peu fort. Je leur ai envoyé la nécessité de se connecter sur un extranet pour aller chercher leur fiche de paye. C'est réglementaire. Maintenant, il faut aller se connecter sur un site web distant pour récupérer sa fiche de salaire. Sauf qu'en fait, au lieu de mettre le site légitime, on a mis un site interne illégitime. Bon, lorsqu'on va prendre les gens par les sentiments sur leur fiche de salaire, tous les réflexes de sécurité naturels tombent. Et donc, on a 70% des collaborateurs qui se sont connectés avec leur vraie identité pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait aucune raison que ce soit pas un vrai site. Aucune raison. Et donc, on a récupéré 70% des logins mots de passe de collaborateurs de l'entreprise. Voilà, ce qui nous a forcé derrière à mettre de la triple authentification, parce qu'on pilote et on gère des données qui sont hyper sensibles. Et donc, on a différents moyens maintenant de se connecter pour s'assurer. Et il y a beaucoup de pédagogie à faire. Parce que, encore une fois, tant qu'il n'arrive rien, il n'arrive rien. Alors, moi, je me souviens de clients qui me disaient, mais Monsieur Polizzi, la foudre tombe jamais 2 fois au même endroit. En cybersécurité, elle tombe plusieurs fois par seconde au même endroit. Donc, ne nous trompons pas. On va juste définir ce que c'est la double authentification ou la triple. La simple, c'est login mot de passe. La double, c'est avec un SMS ou un mail de confirmation. La triple, c'est quoi? Un authentificateur, par exemple? Exactement. Ouais. On vient rajouter une série de chiffres générés par un algorithme derrière son mot de passe, ce qui permet d'avoir un mot de passe fort, mais renforcé par un tiers externe. Et en général, ce sont des tokens qui sont ou matériels, historiquement, ou maintenant des petits logiciels qu'on met sur les téléphones portables. Google Authentificator, Microsoft Authentificator, voilà, ce genre de choses. RSA pour les plus célèbres en mode payant. Le risque? Alors, on dit que 90% des attaques informatiques sont dues à des erreurs humaines. Qu'est-ce que tu en penses? Évidemment, l'humain est quasiment plus manipulable que la machine. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je me garderai de faire des statistiques, parce qu'encore une fois, tout ça est tout à fait variable et tout à fait discutable. Aujourd'hui, le gros des investissements de cybersécurité ne sont pas faits au bon endroit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'occupe de mettre des murs et des frontières, on s'occupe de mettre des postes douaniers à l'intérieur de l'entreprise. Or, c'est la personne qui n'a rien à faire de l'informatique qui est la plus grosse faille. Récemment, une très grosse station de câbles sous-marins optiques hyper critique à l'international se faisait pirater à partir de la connexion 4G de l'utilisateur qui regardait des vidéos en attendant que les travaux se fassent. Donc, encore une fois, il faut bien bétonner autour de la maison, mais c'est pareil qu'un cambriolage. Celui qui veut rentrer, il rentre. Ça sert à rien de mettre une porte d'entrée trop chère. Il vaut mieux lui donner un point d'accès qui est un point d'accès facilité, parce que celui qui veut rentrer, il rentre. Donc aujourd'hui, il y a un vrai sujet d'écosystème de cyber qui est en train de se mettre en route. Voilà. Historiquement, les gros acteurs nationaux ont préféré faire confiance à des solutions étrangères de type Israël, qui est ultra fort en cybersécurité, qui est vraiment pour eux un enjeu stratégique majeur. Les Américains, qui historiquement sont très bons sur ces sujets-là. On a un écosystème de la cyber à bâtir en France, et on va le bâtir avec des clients, parce que comme toujours, pour construire quelque chose de sérieux, il faut absolument avoir des entreprises, des entrepreneurs et des clients. Et donc ces failles, je pense qu'elles dépendent très largement de l'humain, du facteur humain. Et aujourd'hui, ce facteur humain, par une forme de négligence, il faut le dire aussi, se soucie peu de ses données personnelles chez Facebook et se soucie peu des données informatiques de l'entreprise. C'est pas une priorité, il va falloir que ça le devienne dans les semaines et les mois à venir. Mais tu vois, c'est marrant parce que hier, je reçois un mail d'un fournisseur, d'une personne que je connais et qui est chez un fournisseur, qui me dit alors c'est vrai qu'il n'y avait pas marqué salut Frédéric, il y avait marqué bonjour. Tiens, voici la mise à jour de notre tarif. Voilà, tu cliques ici pour aller sur le tarif. Donc c'est un fournisseur avec qui je travaille toutes les semaines. Je clique dessus. Bien sûr. Et ça me redirigeait vers un lien OneNote que je n'avais pas installé. À l'ancienne.
Voilà. Et du coup, je dis bon, je ferai ça plus tard. Et j'y suis pas allé en fait. Et 2 heures après, je reçois un mail de la direction du service en disant attention, le mail d'Elodie a été piraté, ça ressemble à ça, surtout ne cliquez pas. Mais je me dis, si c'était un truc Excel ou Word, j'aurais cliqué en fait. Et c'est bizarre parce que là, on est vraiment. Il n'est pas légitime de pas cliquer. C'est-à-dire que c'est normal. C'est pas possible de pas cliquer. Oui, voilà. C'est normal de cliquer sur le mail d'un fournisseur qu'on reçoit toutes les semaines depuis de la des personne années. Que je connais en plus là-bas. Voilà, exactement. Ouais. Sauf que on vient voler son identité sur LinkedIn, on vient récupérer sa mission, on lui pirate son poste, on récupère 2-3 ordis qu'elle envoie à ses clients préférés, 2-3 mails qu'elle envoie à ses clients préférés, et puis crac, c'est parti. Et donc tout ça est très simple aujourd'hui. Malheureusement, tout ça est très simple. Donc la première faille, la faille la plus importante, c'est l'email quand même. C'est la messagerie. Ouais. C'est l'outil qu'on utilise le plus au quotidien, qui est rentré le plus dans les mœurs et dont on se méfie le moins aujourd'hui. Et finalement, l'espionnage industriel ou truc, c'est accessoire. Ça dépend des boîtes, quoi. Ah bah chez Airbus ça doit pas être très accessoire, ouais, voilà, chez Airbus, mais chez je dirais aujourd'hui, c'est comme d'habitude, moi je prends toujours l'exemple de la Formule 1. On a inventé l'ABS en Formule 1 sur un nouveau système de freinage. Bon, alors aujourd'hui ça concerne les grands comptes, mais demain ça concernera peut-être le voisin en face là qui veut t'acheter ta boîte ou qui veut t'acheter ton bâtiment et qui se dit tiens si la boîte coulait là, ça lui permettrait peut-être de me vendre son bâtiment. Et donc malheureusement c'est des comportements qui vont croître. Et c'est une menace qui va perdurer dans le temps. Donc c'est l'heure de s'occuper de traiter. La maladie, maintenant, on la connaît. Maintenant, il faut s'occuper du traitement. Toujours sur le risque, il semblerait qu'on ait à peu près 26 milliards d'objets connectés. L'ordinateur, à mon avis, c'est celui qui est le plus intelligent, qui est le plus à même à se défendre. Mais le petit AirTag ou la petite caméra connectée, etc., Est-ce que ça peut être une porte d'entrée aujourd'hui qui est pas encore faite pour se défendre? Alors, elle vient d'un écosystème qui vend du matériel. Ouais. Donc aujourd'hui, là tu me montres un détecteur, un prototype de caméra. C'est fait d'un écosystème qui vend du matériel. Donc cet écosystème matériel, il a 3 à 6 mois pour développer un nouveau produit parce que ça va à une telle vitesse de dépréciation. La technologie avance tellement vite que la durée de vie d'une caméra, c'est 6 mois quand elle est au top niveau et c'est 2 ans avant qu'elle sorte du catalogue. Et donc, on met la grosse priorité, non pas sur ce qui est logiciel, mais sur ce qui est matériel. L'approvisionnement, le sourcing, et encore plus en ce moment avec les pénuries de composants électroniques mondiaux, où on doit vraiment ruser d'ingénierie pour remplacer celui qui est disponible dans 72 semaines sur un produit qui va être totalement dépassé dans 70. Donc autant dire qu'en ce moment, c'est vraiment rock'n'roll. Il commence à y avoir une vraie prise de conscience liée au fait que le logiciel n'est pas accessoire, le logiciel est prioritaire, est primaire, est principal. Et donc il y a des consortiums qui commencent à définir un certain nombre de logiciels qu'ils se partagent entre eux, comme on a connu avec Internet, comme on a connu dans les télécoms. Les premiers objets connectés qui se sont le plus répartis, c'est les box Internet. Donc voilà, ça va encore prendre du temps, mais effectivement, l'objet connecté qu'on achète sur un site web pas cher au fin fond de l'Asie, en général, il vient avec un cadeau surprise. Et donc, un jour ou l'autre, il pourrait. Y compris peut-être une backdoor si c'est un truc qui est pas. Alors une backdoor si on a l'envie d'aller filtrer, d'aller récupérer de la donnée. Et encore une fois, c'est vraiment le cas dans un nombre significatif d'objets. Et encore plus aujourd'hui parce que le business model, c'est aussi de faire de la data. Et donc, plus on en récupère, plus on est capable de faire des choses. Amazon vient de prendre une amende record au Luxembourg la semaine dernière de plus de 700 millions d'euros. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils s'amusaient à collecter vos cookies, vos informations personnelles, avant de vous demander si vous étiez d'accord. Donc, grosso modo, je prends tout, et une fois que tu me dis que t'es pas d'accord, j'arrête. Donc là, ils se sont dit, non, quand même, on va pas faire comme ça, c'est pas l'esprit de la loi européenne. Et donc, ces objets connectés sont une menace. Ils sont aussi une opportunité importante de création de valeur, parce que on va venir outiller des processus qui sont un petit peu sous-performants, et donc il faut trouver le bon équilibre. Mais là, tu me montres ta caméra. Évidemment, la caméra qui est sur mon réseau, elle connaît mon code Wi-Fi, etc. Donc, elle est connectée à mon réseau. Donc, potentiellement, c'est un client, en fait.
Si j'arrive à la pirater, je peux, donc il faut que j'arrive à trouver l'OS enfin le langage de ma caméra. Si j'arrive à la pirater, je peux avoir une porte sur mon réseau. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais la caméra, en général, elle va parler avec un serveur internet pour savoir si son logiciel il est bien à jour. Et donc celui qui trouve la clé de la porte, il ouvre la porte. Ouais. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Et le télétravail, c'est encore des failles aujourd'hui? Je sais pas, un TeamViewer ou un VPN ou Le télétravail a eu deux vertus. La première, c'est de digitaliser à vitesse grand V l'économie. Notamment la banque qui a été fortement mise à contribution pendant la crise sanitaire. Les banquiers qui étaient vraiment les premiers stressés de cybersécurité se sont mis à accepter que leurs collaborateurs travaillent à distance. Et ça, vraiment, c'est une avancée énorme. On a gagné entre 5 à 7 ans en termes de prise de conscience, et c'est important. Par contre, le revers de la médaille, c'est qu'évidemment, les attaques, les menaces, l'ANSSI le dit avec un x4, x5 sur la quantité de cyberattaques, évidemment, c'est des cibles, c'est des moutons qui sont dans la nature. Donc, il faut les rassembler, il faut vérifier que tout le monde soit OK et que les procédures soient les bonnes procédures, mais on va apprendre en marchant. Malheureusement, on va apprendre en marchant. Et on apprend toujours de ses erreurs, donc il faut juste être capable de mettre le credo au bon endroit. Est-ce que j'accepte beaucoup d'erreurs avec beaucoup de millions d'euros perdus, ou est-ce que finalement je considère que le risque il est largement supérieur à l'opportunité, et là je commence à m'en occuper. Mais aujourd'hui, et c'est un message qui est important dans ce podcast, la cybersécurité, 95% des attaques sont filtrables gratuitement. Un simple antivirus, un simple firewall paramétré, parce qu'il y a beaucoup de gens. Mis à jour. Il y a beaucoup de gens qui achètent du matos, mais derrière ils payent pas la prestation pour le configurer. Donc grosso modo, vous avez acheté une porte, mais vous n'avez pas acheté la clé de la serrure. Donc soit vous la laissez ouverte en permanence, soit elle est fermée pour toujours. Et donc il y a un vrai écosystème à doper. Parce que c'est le syndrome, je le disais, de la boîte d'allumettes. On réagit quand on s'est brûlé. Est-ce que tout est... alors évidemment, tu vas me répondre oui, mais est-ce que tout est hackable? Est-ce que n'importe quelle société ou entité ou corporation ou collectivité peut être... Alors on l'a vu, collectivité bien sûr, est potentiellement hackable. On voit beaucoup, effectivement, on a les GAFAM qui sont quand même, j'imagine qu'elles ont des systèmes de protection énormes et pourtant elles se font voler des données. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, on ne pourrait pas pirater un avion en vol, l'ISS, une banque? Mais alors, parce que la banque, elle peut se faire pirater, mais qu'est-ce qui fait que... en fait, comment t'expliquer? Alors, quelle est la différence entre la banque et l'ISS? La banque, elle a des collaborateurs qui ont des iPhones, des iPads, des Android, des PC, des objets connectés, des montres, le gadget sympa offert par madame la semaine d'avant pour l'anniversaire, le truc de fitness. Bref, en fait, les gens sont une collection de logiciels. Et donc, dans ces logiciels-là, il y en a bien un qui est hackable. Le casque que tu as sur les oreilles pour me parler, il y a un logiciel qui le fait tourner. Alors, aujourd'hui, c'est un logiciel très fermé, très particulier. Et sincèrement, à part écouter ce qui se passe dans tes oreilles, il n'y a pas de grand intérêt à aller hacker un casque. Mais la multiplicité des environnements fait que, comme d'habitude, c'est hackable. L'ISS, il y a quand même peu de collaborateurs dedans, le truc est ultra surveillé, les protocoles télécoms sont chiffrés. Non mais l'avion dans la tour de... idem pour l'avion, on est sur des réseaux qui sont chiffrés, rechiffrés. On a un risque de se faire pirater un avion en vol qui aujourd'hui existe, mais immensément faible. Vous achetez un objet connecté, dernier cri sur Le Bon Coin, sur eBay, sur AliExpress ou Dieu sait où, vous allez recevoir un objet probablement pas cher, dans lequel on sait que pour faire des objets pas chers, on met pas de temps pour les fabriquer. Donc on met pas de temps sur le logiciel. Donc il y a une faille. Et on parlait tout à l'heure des rançons. Donc par exemple, aller prendre 500 ou 5000 ou 5 millions. Mais la banque elle-même, on sait qu'elles se font voler des données, par exemple. Mais pourquoi est-ce qu'elles se font pas voler de l'argent directement? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'il y a comme surcouche en plus? Alors, déjà, quand on veut voler de l'argent, il vaut mieux le voler à des particuliers ou des entreprises qu'à des banques.
C'est beaucoup plus facile de reprendre tout ce qu'on disait tout à l'heure, l'ingénierie sociale, du phishing, etc., pour accéder à un compte bancaire et se faire des virements. Dans la banque, il y a la loi BAL 1, BAL 2, BAL 3 et BAL 4 qui sont des règles de compliance. Et aujourd'hui, une grande partie du budget informatique des banques va vers la cyber. Clairement, c'est d'ailleurs un double problème parce que l'industrie bancaire, elle est ultra réglementée. Elle est ultra consommatrice de capitaux informatiques et ce qui lui impose une lourdeur énorme. On dit toujours que les banques c'est des mammouths, mais c'est des mammouths parce qu'on a décidé d'en fabriquer des mammouths par la compliance et par le risque. Aujourd'hui, et c'est vraiment le cas chez beaucoup de banquiers, il y a énormément de clients qui se font pirater tous les jours. Donc ça leur consomme une ressource dingue d'aller se dire mais j'ai perdu 9,90 € sur le vendeur de Vinted ou de je sais pas quel site web parce qu'il m'a arnaqué. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On appelle son banquier en se rappelant son bon souvenir en lui demandant quoi faire. Bon. Les systèmes d'envoi, de validation, de clearing du cash, etc. sont des systèmes qui sont ultra procédurés sur lequel... Clearing du cash, c'est quoi? C'est le clearing interbancaire. C'est-à-dire que quand j'ai reçu X d'une banque et que je dois lui renvoyer Y, je lui renvoie que le delta des deux. Donc du coup, les banques qui se font pirater, on le saura jamais. Ça arrive forcément. Il y a tellement de banques différentes dans le monde, elles ont toutes un niveau informatique qui est absolument inégal. Donc ça doit arriver, mais évidemment on n'en entend pas parler. Grosso modo, les cyberattaques, les rançons, etc., personne n'a un intérêt réel d'en parler. Il y a que quelques sociétés publiques qui en parlent, parce que il y a des impacts forts sur les usagers ou sur les voyageurs ou dans d'autres cas. Mais grosso modo, on est vraiment dans le monde du silence. Alors, j'ai reçu, tu le connais peut-être, Alexandre Pro de Conto. Oui. Quand tu prends une néobanque comme Conto, par exemple, aujourd'hui, ils passent par des systèmes de banking as a service, c'est-à-dire des bots comme Trésor qui font des logiciels de banque, etc. Je pensais que c'était pour le service, mais en fait, c'est déjà surtout pour la sécurité. Parce que aujourd'hui, techniquement, une start-up, c'est compliqué de créer un système de sécurité complet, quoi. Alors, déjà, je pense que créer une banque de zéro dans une start-up, déjà, de base, c'est un challenge. Alors, si en plus on vient y ajouter de la compliance et des contraintes de cybersécurité, il faut qu'il englobe des milliards d'euros avant de démarrer. Donc, il y a effectivement des malins qui se sont mis au milieu en créant des systèmes de gestion de banque. Et puis, effectivement, il faut construire son système d'information. On dit toujours que le cloud, il est hybride. N'oubliez pas qu'une société, elle va se retrouver avec 5 à 14 clouds différents, que ce soit pour stocker ses fichiers, son logiciel de compta, etc., et que donc l'interconnexion entre tous ces systèmes, c'est la cybersécurité. C'est le télécom d'un côté, parce qu'il est essentiel de pouvoir transporter ces données, mais c'est surtout la cyber parce qu'il est essentiel de les sécuriser. La 4G, la 5G, les solutions SaaS, ça a amené plus de failles? Bien sûr, la 5G, c'est beaucoup plus de débit, donc beaucoup plus de fuite de données en cas de compromission. Et donc, le fait qu'on sorte de l'entreprise pour aller vers le SaaS, ça a apporté des failles et de la sécurité. Parce que l'un va toujours avec l'autre. D'un côté des failles, parce qu'on ne sait pas quelle société de SaaS on va choisir, et de l'autre côté de la sécurité, parce que il vaut mieux une équipe d'un éditeur logiciel qui s'occupe de sécuriser leur plateforme, plutôt qu'une PME où absolument personne s'occupe de sécuriser rien du tout. Et moi, je me souviens d'une époque encore récente où le serveur qui stockait l'intégralité des données était entre la plante verte et les frigos. C'est une informatique qui est subie, c'est pas une informatique qui est choisie. L'informaticien, c'est souvent celui qui distribue les tablettes, les téléphones et à qui on crie dessus quand ça marche pas. Or, c'est aujourd'hui la première mécanique de la transformation digitale de la boîte. C'est la première mécanique de sa performance économique, parce que quand on optimise les choses, mécaniquement, il y a du résultat complémentaire qui arrive et ça dégage des lignes budgétaires pour investir en R&D. C'est hyper important. D'un côté, tu prends mon cas à moi, si demain je me fais pirater entièrement l'ordinateur, j'ai quasiment que des solutions SaaS, entre Adobe, Microsoft, etc., même mes mails, si j'ai un souci, je redémarre, quoi. Complètement. Ouais. Tandis que le vieux fichier PST qui traîne sur l'ordinateur, tu te fais pirater. Il faut passer un petit coup de fil à l'informaticien, il n'avait pas le temps d'être là aujourd'hui, il sera là demain, et immédiatement, on prend 3-5 jours pour redémarrer, et 3-5 jours de chiffre d'affaires sur 200 jours ouvrés, ça commence à être significatif. Allez, on va avancer. Alors, qui sont-ils, les cybercriminels? Donc,
On a parlé. Alors, j'avais noté que. Alors, tu as fait un parallèle avec le virus. J'avais noté que on parle de la Troisième Guerre mondiale qui serait une cyberguerre. Je suis pas trop avec le virus aujourd'hui. On a l'impression que presque le Covid, c'est presque la Troisième Guerre mondiale de toute façon. Économique d'abord. La Troisième Guerre mondiale, elle a démarré il y a très longtemps. Alors après, chacun aura sa théorie. Et moi, je suis absolument pas là pour faire des théories fumeuses, mais la première guerre, elle est économique. Aujourd'hui, quand on regarde les lignes maritimes, le prix du fret maritime aujourd'hui, il a explosé. Il a explosé parce que l'essentiel des échanges se font entre l'Asie et les États-Unis. Souvenez-vous qu'ils sont censés être en guerre économique, ces gens-là. Alors que tous les jours, ils s'échangent du matériel, des conteneurs, des services, etc. Donc oui, il y a un sous-jacent économique et oui, il y a un enjeu social fort qui va se dégager. Donc, qui sont-ils ? On a soit les étudiants très sympas qui ont besoin de s'occuper pendant les vacances, qui trouvent des failles de sécurité assez simples et puis qui s'amusent. En général, on est là plutôt pour faire ce qu'on appelle un exploit, c'est-à-dire valider qu'on sait faire et qu'on a une pratique qui permet de faire. On a de l'autre côté les gouvernements, voilà, sur des stabilisations économiques. On a vu la guerre Huawei entre la Chine et les États-Unis. Voilà, elle est sur fond d'exfiltration de données, de backdoor, de portes détournées. Non prouvé, Joker. Ah, gros Joker. Donc mais il y en a de partout des backdoors. Dans les logiciels français chez les éditeurs français, dans les logiciels américains chez les Américains, chez les Chinois, dans les Chinois. il y a des backdoors absolument partout, parce que c'est une commande de l'État que de laisser des backdoors dans les applications de sécurité. Ce qui en termes de souveraineté, on pourra en reparler, est plutôt quelque chose pour lequel moi je suis assez favorable, curieusement. Mais le hacking gouvernemental, l'affaire des centrifugeuses en Iran, où on vient insérer un logiciel informatique dans la centrale pour l'arrêter. Voilà, là on est vraiment dans la guerre stratégique telle qu'on la voit dans les films de science-fiction. Et puis il y a tout un vulgume de cybercriminalité au milieu, de crapules qui veulent extorquer, exfiltrer, bloquer, embêter. Et donc moi je les divise vraiment en trois catégories. D'un côté les étudiants qui veulent se prouver qu'ils sont forts, qui sont geeks, qui sont sympas. C'est du white hat, quoi. C'est du chapeau blanc comme on dit. Des gens plutôt, ils sont pas là pour nuire vraiment. On a du cybercriminel, ce qu'on appelle le black hat. Voilà, lui il est là pour faire de l'argent, il est là pour nuire. Et puis on a les gouvernements qui là font une autre tentative qui est d'avoir la main sur un monde cyber qui est l'équivalent du monde réel, avec les mêmes enjeux d'énergie, de flux monétaires, etc., etc. Parce que finalement, c'est là où les transformations et c'est là où les informations se situent. J'ai même lu qu'il y a des boîtes comme, enfin des boîtes, je sais pas ce que c'est même pas des boîtes, des trucs comme Reveal qui vendent des services en fait, qui louent des services, presque des ransomware as a service. Pour proposer des prestations de hacking, etc. Comment on peut laisser faire ça ? Alors, comment on peut laisser faire ça ? C'est une belle et grande question. Il n'y a pas de régulation. Et comme d'habitude, les choses débutent dans le chaos et se finissent avec une régulation excessive. Et en Europe, on est assez bien placé pour en parler parce que on vit comme ça. On prend le parallèle avec les crypto-monnaies. Voilà. Hier, on lisait que les crypto-monnaies avaient encore dépassé plus de 2000 milliards de dollars de valeur. Bon, c'est super, mais ça vaut pas un radis le jour où l'Europe régule. Et le jour où l'Europe arrête ça, on stoppe le sujet et on s'arrête dans l'instantané. Et donc, ce qui est important, c'est de regarder comment on peut réguler le truc. Le point, pour nous, c'est en termes de cyber, comment on est capable de protéger. C'est ça le vrai sujet. Parce que se faire attaquer, on va se faire attaquer, c'est sûr. N'importe qui, n'importe quand, à titre perso, à titre pro, au titre familial, à d'autres titres. Et donc, il est important pour nous de mettre sur le marché des choses qui soient accessibles. La cybersécurité aujourd'hui, elle est vécue comme coûteuse, comme problématique, comme un frein total à ses utilisateurs. Et aujourd'hui, elle est subie, alors qu'il faut qu'on arrive à ce que demain elle soit choisie. Et tout ce qui est dark web, tout ça, ça contribue forcément.
Et là, comment on laisse faire ça aussi? Le dark web, c'est la cour de récréation des geeks et des criminels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dark web, il existe parce qu'il y a des serveurs qui sont distribués dans tout un tas de pays, dont la France. Il n'y a pas de géographie qui soit plus favorable ou moins favorable au dark web. C'est distribué, et puis c'est chiffré, c'est crypté, et donc ça peut vivre assez facilement. Il y a tout un tas d'informaticiens qui se régalent à alimenter le dark web, parce que c'est aussi un mouvement politique. C'est un altermondialisme. C'est Anonymous et tout ça, ouais. Voilà, mais c'est des altermondialistes qui sont des gens sains de corps et d'esprit, mais sauf qu'ils n'ont pas du tout envie de vivre dans le même monde que nous. Ouais, nous, on est dans un monde très particulier dans lequel on accepte une théorie de la croissance, etc., etc. Eux, ils sont pas du tout là-dedans. Et toi, chez Jaguar, tu as des façons de voir si tu n'héberges pas des serveurs de dark web? Alors nous, on a évidemment avec le temps développé tout un tas de logiciels qui nous permettent d'analyser les trafics réseau, et donc on voit des choses. On a une cartographie comme la météo, en quasi temps réel de ce qui se passe dans l'entreprise. Et puis très régulièrement, encore ce week-end, on informe nos clients qu'il y a des choses sur leur machine qui n'ont rien à y faire. Voilà, que ce soit des relais de spam, qui est la partie gentille du sujet, ou que ce soit du dark web ou du trafic de carte bleue, ce qui est une partie beaucoup moins gentille. Mais, comme le disait un célèbre cycliste, à l'insu de leur plein gré. Ils n'ont pas du tout envie que leur serveur ou que leur entreprise correspondent à ça. Allez, on va parler de la cyberattaque quand elle arrive. Donc, on va le redire, il y en a essentiellement 4. La cybercriminalité pour soutirer de l'argent, l'espionnage industriel, le sabotage et l'atteinte à la marque de l'entreprise ou à la notoriété, l'image de marque. Comment ça se passe en fait? Comment par ton expérience, celle de tes clients, comment ça arrive, comment ça se passe? Comment ça se sait? Bon, déjà, la première chose, c'est que souvent, ça ne se sait pas. Lorsqu'on a une rançon où tout le monde se tait, ne serait-ce qu'en interne avec les collaborateurs, être une victime d'une attaque, c'est être faible. Et donc, malheureusement, personne ne crie sur les toits qu'il a été victime d'une attaque, pour peu que ça transforme ça en sujet intéressant. Le sujet, il est assez simple, en fait. C'est comment on est capable d'encaisser ça. Est-ce qu'on a mis les moyens qui permettent de ne pas l'avoir? Est-ce qu'on a mis l'antivirus pour pas avoir de virus? Il y a plein d'ordinateurs encore aujourd'hui qui n'ont pas d'antivirus, bien que ce soit rentré dans les mœurs. Il y a 10 ans, j'expliquais aux entreprises qu'il leur fallait un firewall, un pare-feu, pour être capable de filtrer les flux extérieurs, les flux intérieurs, etc. Il y a 5 ans, on essayait de convaincre les gens qu'il fallait une sauvegarde. Voilà, que c'était indispensable qu'en cas de casse du matériel ou en cas de piratage. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de cas de piratage que de cas de casse de matériel, avec des données qui doivent être testées quasiment toutes les semaines, etc., etc. Et puis là, l'ère post-Covid, on est en train de s'inscrire vraiment dans encore autre chose. C'est vraiment en train de prendre des proportions qui sont assez phénoménales. Alors, je vais raconter quand même mon expérience. Ouais. Donc un vendredi à peu près, enfin un vendredi non, un lundi, j'ai une de mes graphistes au bureau qui me dit, écoute, j'arrive pas à accéder à pas mal de fichiers. Qu'est-ce qui se passe? Les fichiers avaient toujours le même nom, PDF et peu importe. Donc je commence à tester, je regarde. À l'époque, j'avais pas de VPN, tout ça. Donc je commence à regarder et dans chaque dossier, en fait, le dossier était encodé avec un fichier texte. Avec marqué, vous avez subi une attaque. Si vous voulez avoir la clé de décryptage, il faut verser en Bitcoin l'équivalent de, et ça faisait à peu près 5 000 €. Donc ça a été, si tu veux, après on a remonté toute l'histoire. C'est ma sœur qui est mon associée qui avait cliqué sur un mauvais mail, qui a encrypté la totalité de son ordinateur. Et comme elle était connectée au réseau, en Windows sur des disques durs NAS, ça a commencé à progresser et à encoder la totalité du disque dur. Et la chance, c'est qu'effectivement, avec toutes les sauvegardes qu'on avait, qui étaient elles aussi, parce qu'elles se sauvegardent tous les jours, la chance qu'on a eue, c'est du versionning avec Dropbox qui nous a permis
de remonter, non pas au vendredi, mais au jeudi, et récupérer nos données, etc. Donc du coup, j'ai pas du tout payé. Par contre, le réflexe que j'ai eu, c'est évidemment d'isoler le poste complètement, de le reformater entièrement. Voilà. Comme on avait, je l'ai dit tout à l'heure, du SaaS, des emails, etc. Donc on a récupéré nos emails et on est reparti assez vite. Mais moi, je m'y connais. Par contre, j'ai une petite boîte, j'ai pas de DSI, j'ai pas de boîte comme ça. Comment l'attaque arrive et quelles sont les premières mesures à faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le ransomware, il est détecté par l'antivirus? Alors, admettons qu'il n'y ait rien. On va déjà démarrer de cette hypothèse-là. S'il n'y a rien, qu'on soit une petite société ou une grande société, il faut faire ce que tu as fait. Isoler le poste qui émet son attaque, comme on le voit dans les films. Comme on le voit dans les films de ces 15-20 dernières années, le hacker qui prend le contrôle du poste de travail et le virus qui se déverse dans le réseau. On est exactement dans le même sujet, et donc il faut faire comme dans les films de ces 20 dernières années, il faut isoler le poste de travail. Le reformater, c'est assez extrême, mais c'est diablement efficace. Et en général, ça permet de repartir sur de bonnes bases. En bas niveau, en normal, quoi. Ouais, normal. D'accord. On n'est pas dans des, on est plus dans. Enfin, je l'ai même pas formaté, moi. Je l'ai même pas formaté parce que je voulais garder les traces. On va en reparler tout à l'heure. Pour moi, c'était important de garder les traces. J'ai changé de disque dur directement. J'ai mis un nouveau disque dur. Bon, alors, c'est le meilleur des formatages qui existe, c'est de changer. Donc, on est vraiment là, tu vois, tu peux le faire à petite échelle. Quand tu commences à te prendre 1500 postes de travail à réinstaller, si t'as pas une équipe dédiée commando qui va être capable de gérer ça, c'est pas possible. Et 1500 postes, on parle d'une attaque de petite taille. On retrouve des sociétés où il y a plusieurs milliers de postes à changer parce qu'ils ont tous été infectés. Le problème, c'est l'attaque silencieuse, c'est celle qui est l'attaque larvée qui s'installe dedans pendant des mois et des mois et des mois et qui du coup va venir faire des surprises. Normalement, on commence à avoir des outils qui détectent le ransomware. Notamment, ils détectent le fait que ton ordinateur est en train d'écrire dans plusieurs milliers de fichiers en même temps, ce qui est un comportement anormal. Mais ça, c'est au grand public, ça existe au grand public? Ça existe, ouais, au grand public. Encore une fois, à toute menace, à toute maladie vient son médicament. La difficulté qu'on a dans le monde de la cyber, c'est que tous les jours, il y a 3 variants qui sortent. Il y a des gars qui sont payés pour faire des variants. Donc c'est ça notre problème. Le plus gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un petit tuyau d'arrosage pour éteindre un gros incendie. Donc ça fonctionne lorsqu'on est précisément au bon endroit. Ça fonctionne lorsque dans notre terrain à nous, il n'y a pas d'incendie, mais ça fonctionne pas le jour où des gens viennent déverser du combustible chez vous. Donc c'est ça la difficulté. La chance qu'on a nous avec nos milliers de clients en B2B, c'est que du coup, on voit des attaques tous les jours et on conseille et on explique à nos clients ce qu'ils doivent faire. Certains le font, d'autres rechignent et puis certains ont juste pas les moyens de le faire, tout simplement. Mais faire quoi, par exemple Passer des patchs de sécurité, changer son vieux logiciel qui tourne sous Windows 2003 pour mettre la dernière version. Mais non, parce que la machine-outil qui a été achetée il y a 10, 15 ou 20 ans, elle marche que dans cet environnement-là, et donc on touche à rien. Mais si je vais à la Fnac aujourd'hui, j'achète un ordinateur tout neuf avec Windows 10, peut-être Windows 11 quand le podcast sortira, je sais pas, avec les derniers patchs de sécurité et simplement Windows Defender ou ce qu'il y a, ça peut déjà suffire. Mais 99% est arrêté par ça. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'il faut l'activer. L'ordinateur de base, c'est détecté s'il y a plusieurs fichiers. Et qu'est-ce qu'il fait? Il coupe les accès réseau? Il coupe les accès non pas réseau mais au disque et il demande pourquoi tel processus il est en train de vouloir écrire sur des milliers de fichiers. Alors est-ce que c'est légitime parce que tu es en train de régler ta bibliothèque de photos et donc tu es en train de faire du tri et de modifier des milliers ou est-ce que tu n'es pas légitime et là dans ce cas-là il te demande si tu veux continuer ou t'arrêter. D'accord. Tout comme quand tu télécharges un petit logiciel, ça fait maintenant plusieurs années qu'on te demande si vraiment c'est toi qui l'as téléchargé, si vraiment tu veux l'exécuter. L'informatique n'est que c'est un millefeuille, hein. On vient rajouter des choses. À chaque fois qu'il y a un problème, on fait de l'apprentissage continu. Et dans mon cas à moi, où on a un serveur réseau de fichiers, les disques durs, par exemple Synology ou QNAP, etc., sont assez intelligents pour faire ça aussi? Non, pas aujourd'hui. Voilà. Toi, ce qui aurait pu te sauver dans ton cas, je dirais particulier, mais qui est le cas qu'on voit le plus de partout, donc le cas général, c'est que le logiciel de sauvegarde aurait dû te dire que tu avais un ransomware. C'est-à-dire que ton logiciel qui traite les fichiers de tes Synology, il aurait dû dire, tiens, salut, là, il y a un truc qui va pas, donc qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que c'est normal? Ou est-ce que c'est pas normal?
Et je pense à Qu'est-ce que tu conseilles comme logiciel de sauvegarde? Je pense à mon ami Luc Dursault de chez Wuxo Atempo. Aujourd'hui, on a un gros éditeur français qui s'appelle Atempo, Atempo, qui édite des logiciels de sauvegarde. Cocorico, parce que c'est quand même rare, les géants sont plutôt américains ou asiatiques, et donc intégrer cette sauvegarde dans l'entreprise, aujourd'hui, il n'y a même plus besoin d'en parler, c'est automatique. Donc, alors quand tu te rends compte de la cyberattaque, dans les premières heures, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire surtout? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors déjà, il y a ce qui est réglementaire de faire. S'il y a des données personnelles qui ont été fuitées sur Internet, vous avez 72 heures pour prévenir la CNIL dans le cadre du RGPD. Les choses sont assez bien faites. C'est-à-dire que aller sur le site web de la CNIL pour déclarer une attaque, c'est vraiment un simple formulaire à rentrer. Moi, je conseille à tout le monde de le faire, non pas pour être dans l'œil du cyclone et être enquiquiné par la suite, mais à minima pour se couvrir juridiquement de la responsabilité pénale du dirigeant. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est nécessaire. 72 heures, ça laisse le temps de se rendre compte si le système est assez bien fait. C'est sûr que quand l'entreprise ferme 3 semaines au mois d'août, c'est un peu plus compliqué. Non, mais la donnée personnelle, c'est Toto, Tata, l'email. La donnée personnelle, c'est tout ce qui permet de reconnaître une personne. Ça peut être la fiche de salaire, oui. Ça peut être un numéro de sécurité sociale, ça peut être un nom-prénom, une combinaison nom-prénom-email, ça peut être un fichier dans lequel il y a un devis où tu me fais un devis pour X impressions. Tout ce qui contient de la donnée personnelle. Et donc là, il faut prévenir aussi les clients. Alors là, il faut prévenir d'abord la CNIL dans les 72 heures, c'est l'autorité de régulation. Et puis, normalement, il est d'usage de prévenir ses clients. Après, ça dépend de l'attaque. Si on est dans la fraude au président ou c'est juste un RIB qui a été récupéré, il n'y a pas besoin de jouer du tambour en disant qu'on s'est fait pirater et que c'est la folie. Il y a un risque d'image qui est important pour l'entreprise. Et quand il n'y a plus de confiance, il n'y a plus rien. D'accord. Donc, les erreurs techniques à ne pas commettre et les mesures à prendre? Les erreurs techniques, c'est de se mettre un bandeau sur les yeux et de se dire que c'est rien passé. C'est la négligence, en fait. L'acte de gestion qui ne serait pas le bon. Il faut traiter ces problèmes en amont. Et lorsque ce n'est pas possible, on les traite en réactif très vite. Il y a tout un écosystème qui est en place en France pour le faire. Nous-mêmes, on a énormément de prestataires qui sont disponibles pour le faire et on leur envoie régulièrement des clients pour des problématiques diverses et variées. Et effectivement, si on arrive à faire un petit audit annuel, les commissaires aux comptes commencent à le demander depuis maintenant quelques exercices parce que ça devient une préoccupation majeure de l'entreprise. Une fois que tu as compris ce qui se passe, d'abord il faut comprendre ce qui se passe évidemment. Est-ce qu'on a peu de temps pour y réagir? On parle de 90 minutes, 3 jours, 3 secondes, 3 minutes parce que ça va extrêmement vite. Tu parlais tout à l'heure de 1500 postes. 1500 postes, à mon avis, il faut quand même du temps pour les contaminer. Une journée max. Mais j'ai une boîte avec 10 postes, ça peut aller extrêmement vite. 10 minutes, max. Bien sûr que ça va très vite. Mais ça va à la vitesse de l'informatique, c'est-à-dire qu'on a largement dépassé nos limites biologiques d'humains. Et donc, ça va effectivement extrêmement vite. Moi, je fais pas de règles de minutes, etc. Ça dépend de la typologie d'attaque et ça dépend du paramétrage des postes. Si effectivement, on est dans le cadre d'une petite ou d'une moyenne entreprise qui n'a pas d'informaticien en interne ou, pour certaines, qui ont des informaticiens, mais qui ont tendance parfois à pas toujours bien les payer, et donc à avoir des informaticiens qui font juste le minimum, ça peut aller très très vite. Après, quand on a mis en place une charte de sécurité informatique, qu'on a mis les contrats de travail à jour, et je pourrais te fournir éventuellement quelques clauses qu'on pourrait joindre avec le podcast, il faut absolument faire de la pédagogie sur le sujet. Absolument. Dans tout le début de la discussion, on a deux pôles en fait. On a le site web, par exemple le vol de données qui peut être sur un site web, mais on a parlé également du poste. Bon, quand j'ai un site web, moi dans mon métier c'est l'e-commerce, si je me fais voler des données, c'est pas forcément des données qui vont être sur mon poste, c'est des données qui vont être hébergées sur le cloud, donc sur mon site, etc. Que je sois hébergé chez toi ou chez OVH par exemple. Oui, n'importe où. Il y a la faille du logiciel, on en a parlé au tout début, la faille du logiciel, mais sinon, sur le serveur lui-même, d'où peut venir la faille sur un serveur web?
Elle peut venir de différents endroits. Elle peut venir évidemment du CMS ou du CMS. Alors d'abord, elle peut venir du système d'exploitation. On va déjà démarrer par en bas, en dessous. Quel logiciel est fait tourner? Est-ce que c'est un vieux Windows qui n'est plus maintenu depuis des années, plus mis à jour parce que c'est un vieux développement et qu'on veut surtout pas y toucher? Est-ce que c'est une application qui utilise le monde libre? Et donc, on sait que les applications du monde libre, elles sont patchées très régulièrement, et donc il faut mettre les mains dans la mécanique et de la maintenance. C'est comme quand on achète une voiture, même quand on l'utilise pas et qu'elle reste au garage, de temps en temps, il faut la maintenir. Le monde libre, c'est l'open source, hein. Monde libre, Linux, Unix, tout le monde de l'open source. Donc, il y a des logiciels comme Apache, comme Nginx, comme MySQL, comme Varnish, qui sont des logiciels qu'il faut mettre à jour régulièrement. Mais personne ne connaît ça, parce que quand on voit un site web, on voit une page, du texte, une image, et on se doute pas 10 secondes de toute la complexité qu'il y a derrière. Après, on peut remonter au CMS. Est-ce qu'on a Drupal? Est-ce qu'on a Joomla? Est-ce qu'on a PrestaShop? Est-ce qu'on a Magento? Et là, dans ce cadre-là, il y a des agences web où la majeure partie de leur temps est focus sur le design, sur l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle l'UX, l'UI, et pas du tout sur la sécurité. Ça demande des compétences qui sont des compétences difficiles à trouver d'un côté et difficilement valorisables de l'autre côté. Parce que toi, en tant qu'hébergeur de site, par exemple, si mon serveur hébergé chez toi commence à spammer, ça, tu le vois tout de suite. Ouais. Mais si je commence à avoir une dizaine de fichiers ou une centaine ou il y a des milliers de fichiers qui sont modifiés, ça aussi, vous le voyez? Ouais, on le voit parce qu'on a développé avec le temps. Nous, on a démarré en 2001 et on a démarré avec le e-commerce. Donc, on a subi quasiment toutes les attaques possibles et imaginables depuis bientôt 20 ans. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est comment on en fait profiter nos clients. Et donc, pour en faire profiter nos clients, et d'ailleurs pas que nos clients, parce que les logiciels, on les diffuse gratuitement à tous, on vient auditer, analyser en permanence, un peu comme un patient en réanimation. On vient voir exactement son électrocardiogramme, sa saturation en oxygène. On vient tout valider. Et donc, de temps en temps, on passe aussi à travers parce qu'il y a des nouvelles attaques et parce que on vient enrichir perpétuellement ce qu'on construit et on en apprend vraiment tous les jours. Quand on est victime d'un ransomware, par exemple, est-ce qu'il faut déjà porter plainte? Ça se fait, mis à part à la CNIL, hein. Oui, il faut porter plainte avec 100% de chance qu'elle n'aboutisse peu ou pas. Donc, en tant que citoyen, j'ai plutôt un réflexe qui est de ne pas saturer des équipes qui sont de toute manière sous-dimensionnées par rapport à l'attaque représentative. En tant que dirigeant d'entreprise, je suis obligé de dire l'inverse. En tant que dirigeant, je suis obligé de rappeler chacun à son rôle légal. Et donc, lorsqu'une entreprise se fait attaquer, on déclare à la CNIL, on porte plainte. C'est automatique, systématique. Et payer jamais. C'est ton point de vue, hein. Chacun voit midi à sa porte. Si tu payes en bitcoin à l'autre bout du monde, t'es pas sûr qu'il te donne la clé, quoi. Non, mais moi, je suis pas là pour donner des leçons à personne. Voilà. Si la société, elle est à plat, et que le gars va déposer le bilan dans 2 jours parce que toutes les données sont chiffrées, je pense qu'il faut quand même considérer de s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Voilà, il y a des salariés, il y a une histoire, il y a des vies, il y a des crédits. Voilà, moi je donne de leçons à personne. Mon conseil, c'est de ne jamais payer, parce qu'une fois qu'on a payé une fois, on va payer toute sa vie. Voilà. Et la seule manière de ne pas avoir de problématiques liées, c'est de faire des sauvegardes régulières et de les tester ou de les faire tester par un prestataire régulièrement. C'est tout. Donc, on est bien, tu arrives bien à la partie d'après, donc la prévention. Les sauvegardes, justement, moi, basiquement, effectivement, j'ai mes sauvegardes qui sont un peu... Donc, la chance qu'on a, c'est que maintenant, on est en fibre partout. Donc, même à la maison, ça va très vite d'envoyer sur un disque déporté pour avoir ça. Moi, j'ai quand même la vieille sauvegarde. J'achète un disque dur assez régulièrement, je le branche, je copie et je le mets dans le placard. Parce que pour moi, il n'y a pas... voilà. Évidemment, s'il est vérolé lui-même, c'est un problème. Mais lui-même, les données seules, c'est compliqué pour qu'il soit vérolé. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi une sauvegarde pour toi?
Alors, si on revient un peu dans le monde d'avant, la sauvegarde, c'est le gars avec sa queue de cheval qui vient tous les soirs récupérer la cassette dans le lecteur de cassette et qui la met au coffre. Voilà. Donc ça, entre guillemets, c'est le tape, c'est la cassette, c'est la sauvegarde à l'ancienne, qui est un peu celle que tu décris avec ton disque dur, qui est celle qui est quasiment inviolable. Sauf à garder la cassette 60 ans et qu'elle soit plus dans des conditions de lecture saines. Ou le feu, parce qu'on peut parler du feu aussi. Mais la réalité, c'est que personne fait ça. Personne n'a envie de payer un équivalent de temps plein pour aller gérer les sauvegardes. On n'a pas les moyens. Alors chez un grand compte ou un très grand compte, on achète des robots qui le font maintenant quasiment automatiquement, qui font tourner les bandes. Mais c'est vraiment le monde d'avant. Le monde d'après, c'est d'avoir une sauvegarde externalisée telle que tu le décris, c'est-à-dire j'ai mes données dans un site A, je les externalise et je les versionne vers un site B, et ça coûte quelques dizaines d'euros par mois. Et donc là-dessus, tu as des noms de sociétés qui sont bien ? Il faut plus transiger. Il faut regarder dans les partenaires d'Atempo, notamment. Mais aujourd'hui, il y a un éditeur français de logiciels avec lequel on travaille qui s'appelle Scality. Scality fournit une solution de stockage objet qu'on a installée dans tous nos data centers partout en France et qui permet d'avoir des cibles, des destinations sur le stockage de données. Alors, ce qui est intéressant dans cette application et ce cycle de vie de la donnée, c'est qu'on peut choisir un fichier et dire ce fichier-là, je ne veux plus qu'il soit modifié jusqu'à telle date. Donc, je sauvegarde mon bilan 2020 ou 2021 et je veux que ce fichier de bilan 2021 reste dans la sauvegarde jusqu'en 2031 sans jamais être modifié, altéré. Et donc, n'importe quel ransomware qui va passer pour regarder et qui va être capable de dire, tiens, je vais me connecter à toi, le système va dire non. Jusqu'en 2031, je peux pas te laisser écrire dans mon fichier. Et donc, ne serait-ce que mettre en place ça vient remplacer les cassettes, ça vient remplacer la nécessité de tester sa sauvegarde, et ça vient automatiser une action que les humains font mal ou qu'ils ne font pas. On a tous connu le cousin, l'oncle ou le grand-père qui mettait sa cassette la première semaine, qui était très heureux, et puis le vendredi soir de la deuxième semaine, la cassette elle restait dans le lecteur et c'était ainsi. Quand tu es dans des petites boîtes comme la mienne, si tu veux, j'ai été attaqué, mais je sais aussi pourquoi. Parce que si tu veux, tu installes un poste. Les users, tu vois, par exemple, les protections, tout le monde est administrateur, tu vois, voilà. Tu connais le truc, hein. Voilà, c'est les petites boîtes. Tu tombes. À un moment, tu as quelqu'un qui veut se connecter, il est pas, bon, ok, tu le passes admin. Voilà. Tout ça, comment tu fais quand tu es dans une petite boîte, justement, que tu n'as pas les moyens de payer un audit ou un truc comme ça? Comment tu fais comme ça. C'est-à-dire que, entre guillemets, tu fais comme tu peux, tu essayes de ne pas impacter ta productivité, parce que des collaborateurs qui doivent s'authentifier toutes les 15 minutes, c'est des collaborateurs qui vont démissionner très vite. Ouais. Trop de contraintes pour travailler, c'est pas possible. Et tu blindes ta sauvegarde. C'est-à-dire que tu peux te permettre de prendre des largesses à partir du moment où tu es bétonné. Je le dis souvent, personne roule à 50 km/h en ville. Un coup à 30, un coup à 25, et puis un coup à 55 ou plus. Et donc, tout ça n'est qu'une prise de risque. Donc, à partir du moment où tu as blindé ta sauvegarde dans du stockage objet, à partir du moment où tu es certain que tu es capable de redémarrer ton entreprise en 1 heure, 2 heures, 3 heures, très facilement, tu peux commencer à prendre quelques largesses et à trouver le bon équilibre entre la menace, l'efficacité et la compétitivité. Ouais, parce que tu vois, tu prends. Non, mais il faut être réaliste, il faut être pragmatique. Oui, mais tu prends notre cas à nous, tu peux pas gueuler toute la journée. Moi, je dis par exemple, il y a des ayatollahs de la sécurité qui vont t'expliquer, oh là là, grand Dieu, vous imaginez pas, il faut changer le mot de passe tous les 72 jours, patati patata. Ouais, j'écoutais un humoriste l'autre jour à la radio qui faisait un sketch sur la sécurité. C'est marrant d'ailleurs, c'est comme quoi une thématique est en train de pénétrer la société, c'est quand les humoristes s'en emparent. Il disait, mais moi, mon mot de passe, je l'ai jamais changé parce qu'on m'a jamais piraté. Bon, voilà, entre ces deux extrêmes, il y a juste de l'hygiène informatique. Alors, moi, c'est vrai que je demande le soir quand on parle de se déloguer, parce que c'est important. Oui, c'est essentiel. Parce qu'à un moment, tu peux effectivement il y avoir une prise de contrôle, tu peux avoir même un cambriolage, etc. Mais totalement. Mais au niveau des mots de passe, moi, j'ai résolu aussi le problème. Personne ne connaît les mots de passe. Avec des logiciels type un password, réseau, si tu veux, moi je suis administrateur de tout. Oui, alors toi tu fais la grimace,
Mais par exemple, les mots de passe, ils sont changés régulièrement, mais c'est le logiciel qui les change en fait. Bon, moi, je suis pas super fan de cette approche-là, Ouais. parce que le jour où quelqu'un te prend ton compte administrateur, il pénètre l'intégralité de la société tout de suite. Alors j'ai un triple facteur authentificateur sur l'admin. Voilà, mais il faut bien le dire. Ouais. Il faut bien le dire parce que le jour où tu te fais shipper ton compte administrateur, boum, immédiatement, c'est open bar et tout le monde rentre partout. Donc non, les mots de passe, il faut rappeler des choses basiques. Le meilleur mot de passe, c'est une phrase. Ouais. Voilà, parce que plus le mot de passe il est tendu, plus il met de temps à être cassé. Bon, après, comme me le disent souvent mes clients, c'est pas la NASA, mais il y a quand même des collaborateurs derrière et il y a quand même du chiffre d'affaires au bout. Donc il faut mettre en place des solutions simples. Moi, j'ai imposé par exemple quelque chose de très basique, c'est que sur le Mac, vous avez un truc qui s'appelle les coins actifs. Ouais. Et donc moi, le coin actif, quand je vais en haut à droite, il met en veille mon ordinateur. C'est-à-dire, il le bloque. Et moi, je ne quitte jamais mon bureau sans que mon poste de travail soit verrouillé. Pas délogué, verrouillé. Pour pas qu'il y ait un copain derrière, etc. On avait une anecdote assez sympa chez Jaguar, c'est que pendant des années, on faisait payer le petit-déj au gars qui oubliait de déloguer son poste. Voilà, c'est un truc sympa, ça anime, c'est rigolo, et puis ça permet de boire un coup tous ensemble et de savoir qui paye le petit-déj aussi. Donc voilà, il y a de la pédagogie, il faut gamifier le truc, et puis il faut que ça pénètre la société gentiment, et puis que chacun prenne sa part de responsabilité. Alors moi, j'ai un autre truc aussi que je fais, qui peut peut-être aider, c'est qu'effectivement, j'ai un mot de passe qui est assez commun, qui est assez long, qui est assez compliqué, mais je rajoute ce qu'on appelle, je crois que c'est un grain de sel, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction du site où je vais, par exemple, je change un préfixe à la fin. Par exemple, je vais rajouter @jn pour Jaguar Network. Et en fait, ça te donne un autre mot de passe. C'est un moyen mémotechnique. Parce que sinon, des mots de passe, tu peux pas en avoir. De toute façon, de base, il y en a quand même des gens qui sont pas acceptés parce que ta phrase, qui est peut-être que si je vais me loguer chez toi, il va falloir qu'il y ait un caractère spécial et une majuscule. Chez d'autres noms, ça peut être des fois compliqué. Voilà. C'est pour ça qu'il vaut mieux partir du plus compliqué, et puis en général, c'est accepté par tout le monde. Est-ce que les Mac ont des virus aussi, ou les PC sont plus vulnérables que les Mac? Autrement dit, également dit, est-ce que l'Android est plus vulnérable que l'iPhone? Ou c'est une idée reçue? Oui et non. Enfin, c'est hyper dur de répondre à cette question-là. Évidemment, pendant une période assez longue, le Mac n'était pas la cible des hackers. Non pas parce qu'il y avait des enjeux de sécurité très forts. On a vu l'iPhone du président se faire pirater. Donc on peut pas dire que c'est indemne. Mais comme la part de marché du Mac était petite, et que la part de marché du PC était importante, les hackers s'intéressaient beaucoup plus au PC qu'au Mac. Aujourd'hui, les deux sont exposés. Encore historiquement plus le PC, mais sincèrement la sécurité elle dépend pas de l'appareil qu'on utilise, elle dépend de ses valeurs et de sa capacité à mettre en œuvre des procédures de base pour sa société. Mac ou PC, c'est plus le débat. C'est plus le débat, c'est le débat de ces 20 dernières années. Moi je dis assez fréquemment à mes collaborateurs, à mes collègues, on est en train de quitter une ère d'équipement. Voilà, la bascule généralisée de la France et de l'Europe en télétravail nous a fait quitter une ère d'équipement. On a tous un bout d'ordinateur, un bout de téléphone, un bout de quelque chose, un bout de routeur Wi-Fi. On n'a pas tous les mêmes marques, pas tous les mêmes machins, mais grosso modo, on a quasiment tous les mêmes environnements. Par Mac, PC et Linux, il ne se passe pas grand-chose. Donc l'enjeu, il est plus là. L'enjeu, il est dans les usages. L'enjeu, il est dans la performance. L'enjeu, il est que quand on clique sur une case dans Excel, ça ne mette pas un quart d'heure à mouliner. Sinon, on dégoûte les gens de l'informatique. C'est de pas se prendre un virus tous les 4 matins. Sinon, le gars se dit, mais moi, je peux pas travailler dans cette société. J'ai pas ce qu'il faut pour travailler. Et donc, c'est très, très important d'être dans cette dimension des usages, d'être dans cette nouvelle époque des usages, et puis d'avoir de la performance. Parce que c'est tout ce qu'on cherche, c'est d'avoir des outils qui vont vite et qui sont utilisables, parce qu'on a un vrai métier à faire, et que pour une majorité des gens qui nous écoutent, leur vrai métier, c'est pas l'informatique. Mais alors, la réponse est évidente. Si je te pose la question, est-ce qu'il faut de la pédagogie, expliquer aux collaborateurs qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Bien sûr, tu vas me dire oui. Est-ce qu'il faut organiser des crash tests? Moi, j'ai fait par exemple un crash test il y a 2 ans de ça sur nos serveurs en ligne, qu'on a planté complètement. C'est-à-dire qu'on a mis 24 heures à démarrer. On a vraiment, il s'est passé une connerie. Et on le voit récemment, on l'a vu récemment avec OVH, qui n'est pas une cyberattaque, mais qui est un feu. Qui pour moi était un peu
ça a été un peu mal géré quand tu vois la page d'accueil, c'était, je sais plus, tu vois, comment c'est je me garderais bien de commenter l'incendie d'OVH parce que quand un data center avec des dizaines de milliers de serveurs brûle, c'est une catastrophe pour l'économie. OVH a effectivement, c'est aussi une erreur de jeunesse. Alors c'est une erreur qui a des conséquences importantes, mais c'est une erreur de jeunesse. Aujourd'hui, ils ont mis en place un plan d'hyper-résilience pour justement éviter que se reproduise ce genre de phénomène dans d'autres data centers. Mais l'incendie du data center d'OVH, il faut être très humble parce que ça peut arriver à tout le monde, sert l'intégralité de l'écosystème et des clients. L'incendie du data center d'OVH est la plus grande pédagogie sur la sauvegarde de ces 10 dernières années. Ah bon, ça peut brûler un data center ? C'est-à-dire dans un data center, monsieur, il y a du gasoil, il y a des batteries, il y a des onduleurs, il y a de l'énergie à haute puissance et il y a du plastique partout. Et puis en plus, OVH, il avait la chance d'avoir fait des poutres en bois et des planchers en bois. Donc à la question, est-ce que ça peut brûler ? La réponse est oui, comme tout sur cette planète. À la réponse, est-ce que je devais avoir mon serveur, mes applications dans le bâtiment 1 et ma sauvegarde dans le bâtiment voisin de 5 mètres ? La réponse est non. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut 2 prestataires. Un prestataire qui assure les applications, l'informatique, etc. et un prestataire de sauvegarde. Et idéalement, un prestataire de ce qu'on appelle de sauvegarde à froid, c'est-à-dire une sauvegarde déconnectée du réseau. Mais est-ce que ça coûte comment ? Bien sûr qu'il y a du plastique, du gasoil, etc. Mais comment ça peut... comment il n'y a pas de porte de sécurité ? Comment il n'y a pas de qu'on appelle ça je sais plus comment ça s'appelle les trucs. Les sprinklers, etc. Comment il n'y a pas tout ça, quoi ? Après, chacun met les moyens de ce qu'il veut. OVH, il a ciblé un marché qui est le marché d'entrée de gamme, avec une hyper compétitivité du prix. Et donc, il y a eu des économies faites sur certaines parties. Nous, on est plutôt sur un milieu de gamme, haut de gamme, sur lequel tous ces systèmes-là sont installés depuis le premier jour par défaut. Mais encore une fois, c'est un ratio entre le risque et l'occurrence. Il y a un risque qui a été pris. Encore une fois, je veux absolument pas le commenter. C'est son marché, son choix, et on connaît la success story d'Octave et d'OVH. C'est un niveau de risque à accepter. On peut accepter de jamais tester ses sauvegardes. Et puis le jour où on en a besoin par magie, on voit plus. Oui, mais tu vois, il faut se mettre aussi à la place des utilisateurs. C'est-à-dire que moi, on en a parlé tout à l'heure, quand j'ai mes mails sur Office 365, je vais pas me poser la question de savoir si Microsoft a sauvegardé mes mails. Si, il faut se la poser, cette question-là. Ouais, mais je la pose pas. Ouais. Il faut vous la poser. Autrement dit, je pourrais perdre mes mails. Mais bien sûr. Mais attends, c'est évident. Rien n'est fait pour que ces mails-là ne soient pas perdus. Voilà. Microsoft, aujourd'hui, a un business model dans lequel ils vendent de la messagerie. Ils vous ont jamais promis qu'ils sauvegardaient les mails. Jamais. C'est pas écrit dans le contrat, c'est écrit nulle part. Donc aujourd'hui, il y a des logiciels comme Vim Backup qui permettent d'aller sauvegarder ces mails d'Office 365. Je note tout ça, je le mettrai dans les notes, comme ça fera une boîte à outils. Ouais, mais je te donnerai quelques liens, quelques solutions gratuites surtout, parce que l'informatique a cette magie d'avoir des choses payantes coûteuses et puis des choses assez compétitives. On parle d'IA aujourd'hui. L'IA peut assister justement aux pratiques suspectes sur un réseau, sur des boîtes comme la tienne ou des boîtes comme Free ou comme OVH, bien sûr que vous avez les moyens de le faire. Sur des boîtes comme la mienne, est-ce qu'il existe des logiciels aujourd'hui qui peuvent assister la sécurité par de l'IA à renifler le réseau pour voir qu'est-ce qui se passe, quoi. Alors, on parle de 2 sujets différents. Le premier sujet, c'est la sonde. La sonde, c'est celle qui va s'installer dans ton réseau et qui va venir faire un miroir de ce qui se passe dans ton réseau pour détecter des comportements suspects. Ça s'appelle un IDS. Bon, le problème de ce Intrusion Detection System, c'est que c'est trop cher. C'est-à-dire aujourd'hui, un IDS, on parle d'un investissement de 15 000 à 20 000 euros. Si on prend un IDS open source comme Snort ou des choses comme des logiciels comme ça, il va falloir mettre un serveur à 3 000 euros et payer un informaticien 5 à 10 jours pour le mettre en place. Donc ça va coûter 8 à 10 000 euros. Oui, c'est-à-dire que soit c'est gratuit, mais c'est très compliqué à mettre en place. Mais voilà. Comme toujours, il n'y a pas de magie. Hein. Bien sûr. Donc ce n'est pas accessible.
Voilà, clairement, c'est pas accessible. Vous verrez dans quelques semaines, on va faire une annonce assez importante sur le sujet de la sécurité et sur la commoditisation de la sécurité, parce qu'aujourd'hui, la sécurité, c'est réservé à des experts. Et l'IA, c'est-à-dire l'analyse automatisée de traces de sécurité, va être un grand facteur majeur de sa commoditisation. Si on n'est plus obligé d'avoir des humains qui traitent des incidents, mais que les robots vont pouvoir traiter des milliers d'événements par seconde, alors les prix vont se casser la figure et la sécurité va devenir accessible. Mais aujourd'hui, il faut dire les choses. Un audit de sécurité, un ingénieur de sécurité, ils sont rares, ils sont chers et ils sont très chers. Et donc, il va falloir passer par l'automatisation pour rendre tout ça un petit peu plus accessible. Tu vois, quand j'ai eu mon attaque, on m'a parlé après de VPN, etc. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, ce que ça va amener un VPN par rapport à... avec cette histoire de télétravail, en fait. Quand on n'a pas de service informatique, quand on ne connaît pas grand-chose, on va utiliser des solutions comme TeamViewer, par exemple, pour se connecter en bureau à distance ou RDP, c'est-à-dire le bureau à distance. Donc, à distance, on va se connecter sur son poste qui va être sur le réseau pour pouvoir profiter du réseau. Bon. Ça, est-ce que ce sont des solutions, le RDP ou TeamViewer, qui sont faillibles? J'imagine que oui. Et sinon, si je veux renforcer cette sécurité-là, puisque c'est quand même quelque chose qui est accessible, tout le monde fait ça. Comment je peux pallier, renforcer ma sécurité? Allez, si on revient aux fondamentaux, un peu comme au Moyen-Âge, on construisait des murailles, on construisait des renforts pour éviter de se faire attaquer par des tiers. Donc la première chose, c'est qu'effectivement, fermer le réseau de l'entreprise et en laisser l'accès par un VPN. Un VPN, c'est ni plus ni moins qu'un petit tunnel logiciel entre le poste de travail qui se retrouve à la maison ou dans un hôtel et le réseau informatique de l'entreprise. Et c'est un tunnel logiciel qui coûte vraiment quasiment rien. Il y a même des solutions qui sont un petit peu plus compliquées mais qui sont gratuites, qui permettent de monter un VPN. Et ça, vraiment, c'est le niveau zéro de la sécurité, c'est-à-dire fermer le portail chez soi. Je parle pas de la porte d'entrée, je parle du portail. Lorsqu'on a la chance d'avoir une maison. Tu vas te connecter avec un certificat? Alors on se connecte ou avec un certificat ou uniquement avec un login mot de passe. On crypte le trafic entre le poste de travail, on chiffre le trafic entre le poste de travail et le réseau informatique de l'entreprise. Et donc on sait que quand on se dit les choses, on est plutôt entre soi qu'au milieu de la gare. Oui, tu me dis, soit on a un certificat, soit on a un login mot de passe. Quelle différence entre le login mot de passe que je vais avoir sur le VPN et le login mot de passe que j'aurai sur mon TeamViewer ou sur mon connexion bureau à distance? Alors, sur le TeamViewer, déjà, il traverse Internet chez Monsieur TeamViewer, alors que le VPN, il traverse chez toi. Ouais. Donc déjà, tu élimines un tiers. Et puis après, la problématique du bureau à distance, c'est que laisser un serveur Microsoft Windows connecté à Internet, se faire scanner toute la journée, c'est vraiment une mauvaise idée. Et donc, le fait d'installer un VPN dans son entreprise, c'est le minimum du minimum. C'est-à-dire, on parle de l'équivalent de mettre un verrou à l'entrepôt qui stocke les équipements. Il y a des gens qui peuvent vivre sans verrou dans certaines contrées géographiques, mais elles sont plutôt rares. En général, on aime bien mettre un petit tour de clé le soir en partant de l'entreprise. Donc, je monte une boîte, j'ai 2 PC, peut-être un disque dur partagé, etc. Un NAS, voilà. Un NAS, par exemple. Un Windows 10 mis à jour, un Big Sur, enfin un Mac, par exemple, mis à jour. Si tout est mis à jour, je risque pas grand-chose. Un antivirus. Un antivirus. Histoire de... Alors justement, une messagerie plutôt. Je sais pas si je vais le dire. Dans le cloud. Est-ce que tu conseilles un antivirus particulièrement? Non, pas particulièrement. Non, pas du tout. Nous, on utilise Trend Micro, qui est quelque Alors, chose je cherchais aussi un truc. Cloud, mais sincèrement, les antivirus. Donc, dans ce cas-là, avec tout est bien mis à jour, tout est updaté comme il faut, ma faille, c'est mes mails. Si je fais attention aux mails, c'est pas mal. Un contrat de travail avec les bonnes clauses. On va démarrer par le début. Ouais. Un parc informatique à peu près maintenu, mis à jour, avec des règles d'hygiène informatique assez fondamentales. Une pédagogie, une formation sur le fait de ne pas ouvrir des mails qui n'ont pas à être ouverts pour ne pas s'infecter soi-même. L'idée, c'est de ne pas se couper le doigt en se disant « Tiens, c'est super, je vais avoir une maladie ».
globalement, avec ce qui est fourni aujourd'hui de base sur les postes de travail, tu montes ton VPN et il se passe pas grand-chose. Tu viens de résoudre 99,9% plus tes sauvegardes, c'est réglé. Des problèmes. Les sauvegardes qui sont un essentiel. Et sincèrement, pour une petite entreprise, on considère que l'informatique, elle est pilotée. Oui, mais même ce qu'on disait, même un Dropbox Pro versionné, c'est déjà pas mal, quoi. Même si c'est pas, après, ça reste chez Dropbox, de toute façon. C'est un début. C'est un début et c'est un essentiel. Donc, on peut pas dire que c'est pas bien. Il faut le faire. C'est pas très compliqué, hein, parce que sincèrement, une fois qu'on a écrit les 4-5 trucs qu'il faut faire, n'importe quelle crèmerie d'informatique sait le faire correctement. Nous, on a plein de partenaires qui le font très bien partout en France et en Suisse. Le sujet, c'est après l'attaque qui est beaucoup plus ciblée. Voilà, la fraude au président qui vous appelle et qui vous donne le nom de vos 3 générations derrière vous, c'est quand même une attaque qui est un petit peu différente. Elle est beaucoup plus ciblée, beaucoup plus documentée, et je dirais même elle est beaucoup plus coûteuse pour l'attaquant. Il doit y passer du temps, il doit chercher des infos. Voilà. Après, on n'a jamais connu une période comme celle d'aujourd'hui où les gens partagent les photos de leurs enfants, les noms, les prénoms, les machins, les bidules sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, de partout. Et donc aujourd'hui, c'est sûr que quand on connaît les prénoms des enfants, pour trouver les mots de passe, en général, ça va plus vite. Est-ce qu'il faut prendre une assurance ? Est-ce que ça existe déjà ? Alors, il y a eu une mode des assurances cyber où les assureurs avaient flairé le bon coup en 2015 en disant tiens, il faudrait qu'on crée un produit d'assurance cyber. Les assureurs ont une grande qualité, c'est que lorsqu'il y a une mode, ils plongent dedans tout de suite. La problématique, c'est qu'il y a trop de clauses qui vous excluent des assurances cyber. Du genre, vous n'avez pas testé vos sauvegardes. Du genre, vous n'avez pas un audit annuel de votre parc informatique. Donc, il y a tout un tas de clauses dans les contrats d'assurance qui font qu'on trouve toujours un moyen de ne pas vous payer. Bon, je vais pas vous dire que c'est une tradition parce que je veux pas mettre les assureurs à dos. Mais les contrats d'assurance cyber ont pris un gros coup de frein au moment du Covid, avec notamment l'explosion des attaques. Voilà. Moi, je pense qu'il faut se protéger, mais un bon backup, c'est probablement beaucoup moins cher qu'un mauvais contrat d'assurance cyber. Et donc, si on en est à se protéger, encore une fois, je l'encourage. Je veux absolument dissuader des personnes de se protéger via des assurances. Il faut bien lire le contrat et vérifier que les clauses sont applicables. Au niveau de la réparation, comment être sûr, une fois que l'attaque est passée, ou comment être sûr qu'il n'y a pas un résident, quelque chose qui traîne ? On n'est jamais sûr de rien. Notre corps humain embarque tout un tas de bactéries qui sont pas à nous. Donc on a toujours des invités. Enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre son temps quand même pour bien regarder, parce que malheureusement, tu as l'appel du business. À un moment, il faut redémarrer, quoi. Redémarrer dans des mauvaises conditions. Restaurer le ransomware, c'est remettre le ransomware. Ouais. Quand tu as une sauvegarde et que tu restaures le virus avec la sauvegarde, c'est un peu gênant. Donc oui, il y a un point de détail. Voilà, l'informatique, c'est comme tous les métiers. Il y a des gens qui le font vite et qui le font mal, et il y a des gens qui le font plus lentement, qui le font bien. Et puis c'est le prix du service qui fait la différence entre les deux. Mais justement, quand tu es infecté, l'infection peut ne pas avoir lieu immédiatement, en fait. Elle peut avoir lieu... L'infection, c'est toujours un bout de logiciel qui tourne quelque part. Mais qui peut se déclencher le 1er janvier, par exemple. Alors, il peut être endormi, effectivement. Mais souvent, on le voit à l'analyse du trafic réseau. Quand vous avez un poste de travail qui commence à discuter avec des adresses IP en Russie une fois par jour de manière très fine, c'est l'inspection du réseau local qui vous dit... Mais ça, l'antivirus le fait ? Non. Ça, c'est l'opérateur télécom qui est censé le faire. Mais aujourd'hui, ça coûte trop cher, c'est pas accessible aux PME. Oui, mais quand je suis chez Orange ou chez Free, tu peux pas me prévenir de savoir si je discute avec la Russie, quoi. Ah bah si. Si, on va passer tous les trafics, et puis même plus que ça, on les transporte jusqu'en Russie. Notre métier, c'est de prendre le paquet, l'information Internet chez toi, et de l'amener à la destination à laquelle tu veux qu'on l'envoie. Donc nous, on est capable de te fournir un rapport mais moi, si l'ordinateur... de ce qui se passe sur ta connexion. Je suis d'accord. Mais tu peux pas m'aviser. Bien sûr que si, il y a des rapports qui peuvent être envoyés sur ce qui se passe sur ta connexion. Si tu commences à avoir des pays qui sont des pays dans lesquels... Si j'ai ma sœur qui est en Russie et ma sœur qui est en Afghanistan, par exemple... tu diras que ce trafic-là est légitime. Donc, ils vont t'envoyer un mail pour te dire, attention, on a vu ça. On a la possibilité d'envoyer des rapports d'analyse, ce qu'on appelle le net flow,
c'est-à-dire les flows du réseau. On fait un échantillonnage, c'est-à-dire tous les 5000 paquets, on en garde un et on regarde exactement où il va. Sinon, il faut des puissances de calcul et de stockage colossales. Et encore une fois, c'est pas du tout dans le modèle d'une PME. Et derrière ça, on est capable de vous aviser avec un rapport de ce qui se passe sur votre connexion, par exemple, tous les jours, toutes les heures, etc., etc. Aujourd'hui, c'est des services additionnels, c'est pas des services qui sont livrés en standard avec des connexions Internet. Que ce soit chez Iliad, donc Free ou Jaguar, la division cybersécurité, c'est une grosse division. Alors, c'est une grosse division qui coûte, mais malheureusement, oui. Et qui coûte et qui rapporte. Dis-moi. Ouais, tout ça est très sympa, mais combien vous êtes aujourd'hui chez Jaguar ? Alors, chez Jaguar, on a à peu près 500. Donc, on a quasiment doublé le staff depuis qu'on s'est vu il y a quelques années, là, en fin 2019. On a une équipe de sécurité qui contient une vingtaine de personnes à peu près. Donc, c'est quelque chose de significatif pour un opérateur télécom. C'est assez important. Et ces personnes-là sont vraiment au service à la fois de l'interne, puisqu'on est notre premier client. Un opérateur, on a beaucoup de compliance et de régulation, beaucoup d'audits, beaucoup de certifications, beaucoup d'agréments sur l'hébergement de données de santé, sur l'hébergement de données bancaires, sur voilà, il y a énormément de compliance. Donc il y a une partie du temps où ces gens-là font du papier, faut être très clair, de l'audit, de la qualité, et puis l'autre partie du temps, c'est la chasse aux virus, la chasse aux attaques, la chasse aux failles, et on parle avec nos clients toute la journée. Tous les jours, il se passe des trucs. Mais vous avez par exemple, depuis 6 mois, 1 an, peu importe, vous avez des crises, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choses que vous n'arrivez pas à maîtriser. Est-ce que vous faites peur des fois ? Alors, est-ce qu'on se fait peur ? Non, pas vraiment, parce qu'il y a tellement de mesures qui ont été prises en anticipation qu'on n'est pas sujet à des menaces qui sont des menaces impossibles à tenir. Voilà, on est plutôt très très avisé sur cette thématique-là, et donc mécaniquement, en étant très avisé, on anticipe beaucoup de choses, et donc on est peu surpris. Alors, je dis pas que ça arrivera jamais. Je dis qu'aujourd'hui, clairement, ce qui nous arrive, on le voit, on le maîtrise et on le résout. Nos clients, par contre, c'est pas tout à fait le cas. Nos clients, eux, sont très surpris. Mais pourquoi je suis une cible ? Pourquoi moi ? Combien ça va coûter ? Combien de temps ? J'ai pas le budget pour faire. Donc on se retrouve dans des questions où on a des fois des DSI qui sont un peu titanisés par la menace, quoi. Et donc on a des prestataires externes qui sont des pros de la gestion de crise. Voilà. C'est-à-dire la cellule de communication, la cellule technique, la cellule opérationnelle, la cellule administrative, et donc ils viennent et ils mettent en place une gestion de crise comme on le connaît dans d'autres thématiques. C'est exactement le miroir de la vie réelle. Oui, mais comment tu peux expliquer que, par exemple, vous, tu me dis, bon, mais on est 500 personnes, j'ai 20 personnes qui bossent à la cybersécurité, on s'est quasiment jamais fait peur, ou on réagit très vite, etc. Et comment tu peux expliquer qu'une boîte comme LinkedIn, par exemple, ou Facebook, ou qui tu veux, qui sont des monstres, ils ont des surfaces d'attaque qui sont monstrueuses. D'accord. Ils ont des surfaces d'attaque, un LinkedIn avec ses millions d'utilisateurs, un Facebook avec ses milliards d'utilisateurs, ils ont une surface d'attaque qui est très largement supérieure à la nôtre. Et puis, sincèrement, Facebook, il y a quand même une grande partie du monde qui n'est pas tout à fait ami de la démocratie, qui fait ça toute la journée, que de les pirater, de les enquiquiner. Donc voilà, c'est pas le même sujet. Facebook, ça fait du B2C, nous on fait du B2B, donc mécaniquement on a beaucoup moins de surface d'attaque. Et à côté de ça, nous, les clients qui sont plutôt des clients sensibles, ils ont déjà mis en œuvre ce qu'il fallait pour pas se faire attaquer. Aujourd'hui, quand on est le Sénat, quand on est des institutions gouvernementales sensibles, dans l'appel d'offres, il y a la partie cyber qui est significative aujourd'hui. Quand tu as créé la boîte avec ton frère, il y a... Bientôt 20 ans. De mémoire, le 11 septembre 2001, non ? C'est ça. Je savais marqué. Tu avais imaginé, à l'époque, donc sur l'hébergement, sur tout ça, vous branchiez point, quoi, à l'époque. Alors, tu avais quand même imaginé quelque chose ? Ouais, par défaut, on mettait déjà des protections. Internet, ça date pas des années 2000. Ouais. Internet, ça date des années 70. Donc, il s'est passé tout un tas de choses.
Et plus on rend l'Internet accessible, plus on rend la surface d'attaque importante. Plus il y a d'utilisateurs connectés à Internet, plus il y a statistiquement des gens qui sont bien intentionnés, des gens qui sont moyennement bien intentionnés, des étudiants et des gens qui sont pas très bien intentionnés. Et donc du coup, on n'a fait que investir ces 20 dernières années dans la sécurité. On n'a fait que investir. Et parfois, on a pris des risques colossaux d'investir sur des technologies sans savoir si les boîtes dans lesquelles on achetait les composants allaient être des boîtes qui allaient perdurer dans le temps. Bon, ça s'est plutôt bien passé, mais on s'est fait peur quand même quelques fois. Allez, on va essayer d'aller un peu plus loin, élargir un tout petit peu pour la dernière partie. D'abord, est-ce que la France, tout court, est dans la course de la cybersécurité ? Alors, le président de la République a annoncé un plan à 1 milliard il y a quelques mois pour, entre guillemets, que cet écosystème de cybersécurité grandisse. Aujourd'hui, il faut se souvenir que plus de 70% des dépenses informatiques, je parle au sens large, vont à des puissances étrangères. Donc aujourd'hui, quand tu dépenses 7 euros, voire 8 euros sur 10, tu les donnes à Microsoft, tu les donnes à des tiers qui ne sont pas des Français. Donc la première chose, c'est qu'il faut accompagner 2-3 licornes sur les techs de cybersécurité pour que le flux financier reste en France. Qui, par exemple ? Grand pari des années à venir, mais on a vu Airbus Défense progresser de manière significative, à la fois avec un département interne pour le métier qu'on leur connaît de transport aérien, et à la fois avec des départements externes. On a Thales qui a racheté Gemalto, qui sont des géants de la cybersécurité. Voilà. Et il faut aussi accompagner l'éclosion d'un écosystème beaucoup plus accessible aux TPME, et on voit vraiment en ce moment un écosystème de cybersécurité qui est en train d'éclore significativement. Mais le piège dans lequel il faut pas tomber, c'est qu'il faut des sociétés de taille critique avec la capacité pour elles d'avoir des clients en France. C'est indispensable, sous fond d'un débat de souveraineté dont on s'est aperçu la semaine dernière que le fisc pactisait avec Google pour détecter les piscines et les cabanons de jardin illégaux. Donc voilà, il y a une vraie schizophrénie française à collecter l'impôt et à le dépenser ailleurs, sans être politique d'aucune manière sur le sujet, évidemment. Il faut qu'on accompagne l'éclosion de champions de la sécurité en France. Le cybercampus qui voit le jour à Paris, c'est une grosse évolution. Ça va être quoi ? Le cybercampus de la Défense, c'est un bâtiment qui fait plus de 20 000 mètres carrés, sur lequel l'État a décidé de regrouper les initiatives de sécurité. C'est un peu la French Tech de la cyber. Il y a ce premier cybercampus qui arrive en région parisienne, dont l'inauguration devrait avoir lieu en fin d'année, début d'année prochaine. Et puis on pousse fort pour qu'il y ait des déclinaisons, notamment dans le sud de la France, à Marseille, de ce cybercampus avec le projet Théodora. Dans le pilier de la sécurité, il y a un pilier important qui est quand même la lutte, les condamnations, les cellules de veille, les moyens de police, etc. Il y a un rapport qui est sorti en avril qui pointe du doigt que c'est très insuffisant. Là aussi, ce cybercampus, ce changement de mentalité, ça va faire progresser les choses ? Déjà, il y a deux données qui sont importantes. Lorsque le RGPD est arrivé sur le marché, la CNIL a doublé ses effectifs. La Commission nationale informatique et liberté, elle a doublé ses effectifs. C'était pas une grosse administration. Ils avaient 300-400 personnes et ils sont passés à 700-800. C'est pas énorme. L'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, vient de faire de même. Je crois qu'ils ont même triplé aujourd'hui leur nombre de collaborateurs. Les moyens qui sont engagés sont importants. Il faut pas dire que c'est insuffisant. Ça devient insuffisant parce que la croissance des attaques est exponentielle. Mais sincèrement, on peut pas tirer plus vite sur la tige pour faire pousser la fleur. Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Ouais. Et donc l'objectif, c'est de mettre le bon niveau d'automatisation, parce que on va pas mettre un fonctionnaire derrière chaque attaque informatique. Vous vous rendez compte ? Il faut aller porter plainte, que ça remonte à la CNIL, que ça remonte à l'ANSSI, que ça redescende vers l'entreprise, qu'on lui demande des comptes, que ça remonte vers l'assureur. Mais c'est-à-dire, pour chaque attaque, il faut mobiliser 6 à 10 profils. Oui, mais tu vois, quand tu as les moyens de faire ça. Quand en plein Covid, justement, tu as des hôpitaux qui sont attaqués
Donc c'est quand même, au niveau de la mentalité, c'est quand même incroyable de se dire, on va mettre à genoux un hôpital qui essaie de soigner des gens. Bon, ce sont des criminels qui ont un système de pensée qui est complètement différent d'une autre. Ça, c'est certain. Mais quand tu me dis... Pas tout à fait pour l'intérêt collectif. Puis, oubliez pas qu'un hôpital, il est capable de s'acheter un scanner à plusieurs millions d'euros. Oui. Et il n'est pas capable de s'acheter un pare-feu à quelques milliers d'euros. Encore une fois, c'est de la gouvernance et c'est du talent technique. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans une période où tout ça n'est pas mature. Oui, mais tu as quand même l'impression, si tu veux, quand tu me dis la CNIL multiplie par 2 le nombre de ses collaborateurs, tu as l'impression que la victime, parce que la CNIL, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va quand même, dans ses 300 collaborateurs de plus, elle va quand même vérifier que moi, quand j'ai été attaqué, j'ai fait ma bonne déclaration, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Bon. Autrement dit, le cambriolé, au lieu d'aller chercher le cambrioleur, on va aller voir le cambriolé et lui dire, t'as bien fait ta déclaration? T'as bien fait ça? Régulièrement, le cambriolé est le premier accusé. Hein, donc, oui. Je suis désolé, mais il faut être pragmatique. Oui, c'est comme ça que fonctionne notre administration. À l'inverse, il y a des lois où on s'y soumet, où on s'engage pour les faire changer. Voilà, c'est un choix. Alors nous, on a posé beaucoup de questions et on est très impliqué dans le tissu associatif, notamment avec l'association Exatrust, qui regroupe les professionnels français de la cybersécurité, avec lequel on échange avec nos autorités de tutelle. Et sincèrement, ça se passe très bien. On a en face de nous des gens compétents qui sont conscients de ce qu'il faut faire, conscients qu'une partie de l'administration fabrique de l'impuissance, mais conscients aussi qu'il y a une réalité économique et qu'il y a des emplois et des gens derrière tout ça. Tu aurais été à la tête de l'État ou d'un ministère de la cybersécurité, qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que on parle de cyberoffensive, etc., cyberdéfensive. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, si tu avais le bouton pour décider? Ah, voilà une vraie question. Alors déjà, il y a deux pouvoirs différents. Il y a un ministère de la cybersécurité qui, lui, aurait pour objectif de faire fonctionner correctement l'État et l'économie. Et il y aurait, à mon avis, un ministère qui est plus le ministère de la Défense, qui, lui, serait dans des positions offensives et défensives. Bon, ils nous ont pas attendus ce matin pour agir. Hein. Il y a déjà, vous l'avez vu, l'armée de l'air qui est devenue l'armée de l'air et de l'espace. Il y a des vrais enjeux sur le satellitaire, sur le spatial, sur le chiffrement, l'interception de données. Et ça existe très largement depuis la guerre froide, voire la Deuxième Guerre mondiale. Sincèrement, je pense que la première chose, comme dans toute maladie, c'est d'abord le diagnostic. Voilà, quand on a mal au bras, on se fait pas faire une radio du pied. Or, aujourd'hui, on est totalement aveugle. Totalement aveugle. Et on est la France ou le monde? Alors, tout le monde. Mais aujourd'hui... Parce que quand tu as un Biden qui menace Poutine, il le menace pas vraiment, quoi, de représailles pour la cybersécurité, etc., quoi. Ouais. Moi, je sais pas ce qu'ils font Biden et Poutine et je me garderai bien d'en parler. Je sais juste, à titre perso, que n'importe quelle administration aujourd'hui, elle est piratable assez facilement. Un jour, j'avais un congrès sur les bâtiments intelligents. Je prends mon ordinateur, je trouve une prise réseau dans un mur, crac, je branche mon ordinateur dans la prise réseau, je lance un script qui crée des milliards de paquets par seconde et qui sont allés saturer l'équipement qu'il y avait au bout et qui a arrêté le bâtiment. Voilà, et c'était un congrès sur les bâtiments intelligents. Donc, il y a tout à faire. Et c'est une super nouvelle parce que dans ces métiers-là, il y en aura pour les ingénieurs, il y en aura pour les gens qui ont vraiment une connaissance technique avancée, et il y en aura aussi pour les gens qui n'ont pas de connaissances techniques avancées. Il va nous falloir des pupitreurs, il va nous falloir des opérateurs, il va nous falloir des gens qui vont être capables d'alerter les clients, de leur envoyer des procédures. Et moi, je pense beaucoup, notamment avec mon attachement à la région marseillaise, je pense que c'est une mine et une capacité de création d'emplois que personne n'a vraiment compris. Voilà. On va retrouver dans la sécurité informatique l'équivalent en nombre d'emplois de ce qu'on retrouve dans la sécurité physique. C'est probablement 1 pour 1. Et ce sera gigantesque et ce sera une partie de la solution. Tu as une armada aujourd'hui de gens qui cherchent des failles, qui font des cyberattaques, etc. Bien sûr. Aujourd'hui, on a des réponses qui sont des VPN, des antivirus, des bonnes pratiques, etc. Une partie des réponses. Est-ce qu'on peut pas trouver des solutions pour vraiment en amont, pour pouvoir d'abord les détruire,
Voilà. Hier, j'avais rendez-vous avec un très grand patron français. Et on parlait notamment de toutes les écoles de code qui sont un petit peu à la mode, en train de fleurir de partout, dans lesquelles on vous promet qu'on vous forme un développeur en 6 mois. Bon. Et je lui faisais un parallèle, je disais, mais si vous aviez une transplantation cardiaque, est-ce que vous accepteriez de vous faire transplanter le cœur par un élève de médecine première année, premier cycle, au bout de 6 mois? Bon, la réponse, c'est non. Donc, à fabriquer des développeurs buggés, on fabrique un monde buggé. Donc voilà, il va falloir que chacun prenne sa responsabilité. Les usines de logiciels vont continuer à sortir du logiciel en grande quantité parce que transformation digitale égale mise en logiciel du monde. Voilà, c'est ce qui va nous arriver et c'est très bien. Et c'est très bien. À côté de ça, il va nous falloir des experts, probablement qui vont être formés en plusieurs années et pas en quelques semaines, qui vont être capables d'intervenir précisément, un peu comme un chef étoilé qui va dire bah, la branche de thym, elle est plutôt comme ça, elle est pas comme ça. Et donc, il faut constituer ces équipes, et notamment, le campus cyber devrait beaucoup nous aider à faire ça. À la fois parce qu'il y a des morceaux de logiciels qu'on va pouvoir dupliquer, vu qu'ils sont déjà sécurisés, autant s'appuyer dessus, des fondations. Et puis de l'autre côté, bah, une conscience collective, quelque chose qui est très important, et qu'aujourd'hui, clairement, on n'a pas du tout pénétré l'économie. Donc on n'a pas d'écosystème startup cyber. Pas encore assez structuré. C'est fouillis. Il y a de magnifiques succès français. Encore une fois, la recherche française. Je pense à l'INRIA, je pense au CEA. On a des chercheurs, mais d'élite, de rang mondial. Incroyable. On dit toujours que les Israéliens sont super bons en cybersécurité. Je vous garantis que les Français sont top niveau aussi. La difficulté, c'est toujours pareil en France, c'est notre capacité à créer des champions. Donc voilà, il faut se battre. Beaucoup de pédagogie. Les garder, je pense qu'on va pouvoir les garder parce que c'est des activités qui sont sensibles pour l'État et on s'est doté de l'arsenal législatif pour ne pas accepter la cession d'activités stratégiques à des puissances étrangères. Un peu comme pour la défense nationale, c'est quasiment du même acabit. Donc je pense que sur la cyber, on aura peut-être une petite chance d'y arriver, de les garder. Maintenant, il va falloir réorienter la commande publique, réorienter la commande privée vers des champions français. Il va falloir qu'on se fasse confiance. Une question qui me vient là, le quantique justement, on n'en a pas parlé, mais effectivement pour pouvoir trouver des mots de passe, il y a ce qu'on appelle le brute force, c'est-à-dire que tu as des logiciels qui testent, etc. Un mot de passe compliqué, un ordinateur classique, mais je sais pas moi, 5000 ans pour le trouver, ou 3000 ans, l'ordinateur quantique peut mettre quelques minutes, ça va poser un problème ou ça va nous aider? Pour l'instant, ça va surtout poser un problème parce que on vous demande un mot de passe tralala avec un dièse, un arrobase et comme tu le décrivais, peut-être quelques caractères contextuels. Il est clair qu'aujourd'hui, l'informatique quantique, qui est le prochain gros gap, l'informatique quantique, c'est pas une informatique pour faire du Word et du Excel. L'informatique quantique, c'est une informatique d'optimisation. Vous avez une flotte aérienne d'avions qui circulent tout autour du monde et vous rentrez les paramètres il atterrit à telle heure, il y a tant de plateaux repas, il y a tant de messages, il y a tant de passagers, il y a tant de ménages, etc. Et l'ordinateur quantique qui vous réarrange tout ça pour trouver des vraies pistes d'optimisation. Pour l'instant, on est vraiment sur du calcul qui est du calcul très puissant parce que dans l'informatique traditionnelle, le byte c'est 0 ou 1. On parle du binaire. Dans l'informatique quantique, c'est 0, peut-être 0,1, peut-être 0,2, peut-être 1. C'est une informatique de statistique qui requiert du coup beaucoup de puissance de calcul. Donc l'informatique quantique, elle va beaucoup aider l'IA, elle va beaucoup aider la sécurité aussi, mais elle va dans un premier temps permettre à n'importe qui de casser n'importe quel mot de passe très rapidement. Elle défie complètement la loi de Moore et tout ça, quoi. Ah, ça n'a plus rien à voir avec ça. C'est pour ça que d'ailleurs on la targue de quantique. C'est parce que ça n'a plus rien à voir avec ça. D'accord. Écoute, on a quasiment fait le tour. On va essayer de se résumer. Quelles sont un peu les priorités pour la cyber? Les 3 priorités, par exemple. Alors, les priorités déjà au niveau personnel, c'est de se doter d'une hygiène sur les mots de passe, les sites web, comprendre qu'il y a un intérêt à protéger son patrimoine numérique. Voilà. Pro, perso, même combat. Ça dépend juste de l'utilisateur et entre guillemets de son niveau de conscience ou de son niveau de négligence. Deuxième sujet, on a insisté lourdement là-dessus, faites des sauvegardes.
vraiment faites des sauvegardes. C'est trop bête d'entreprendre pendant des années, de se lever à pas d'heure, de prendre le TGV très tôt le matin, de rentrer très tard le soir, d'y investir la seule chose qu'on peut pas acheter, qui est le temps, et de tout perdre à cause d'un petit virus, d'une petite bricole, d'un truc qu'on n'a pas vu, dont on n'a pas conscience la plupart du temps, ou dont, encore une fois... on peut ne pas avoir les compétences aussi, parce qu'à un moment, tu te retrouves... Ouais, mais non, mais tu peux... C'est pas le métier des gens de faire de l'informatique. Oui, bien sûr, voilà. Des gens qui font de la logistique, de la santé, du commerce, etc. L'informatique, aujourd'hui, c'est optionnel. Or, c'est quand même par cette voie dérobée qu'on risque de tout perdre. Il y a un adage que j'utilise souvent, c'est de dire, vous savez, quand on n'a pas d'argent, on va voir le banquier, puis on essaie de le convaincre. Quand on n'a plus de données, on est mort. C'est comme si on arrive sur Mars et qu'il n'y a pas d'oxygène, on va pas tenir longtemps. Donc il vaut mieux avoir une bonne sauvegarde, la tester régulièrement, et puis le cas échéant, il y a des professionnels qui le font à des niveaux de prix qui sont tout à fait compétitifs. Le dernier point, c'est finalement ce pourquoi l'Europe est faite. L'Europe est faite pour qu'on ait une taille critique. On n'est que 320 ou 330 millions d'habitants sur un monde de 7 ou 8 milliards et peut-être demain de 10 milliards. Donc on est vraiment, en termes de part de marché, on est rikiki, c'est-à-dire on est tout petit. Et donc il faut qu'on mette les moyens de construire des géants de la cyber en Europe. Voilà. On sait que les GAFAM nous feront aucun cadeau. Il y a juste à voir la quantité de lobbyistes qui s'installent à Bruxelles pour influer sur les décisions de l'institution européenne. Donc on sait qu'on nous fera pas de cadeau. Il y a aujourd'hui une alliance forte entre l'Allemagne et la France sur la partie cyber, notamment avec le bureau allemand de cybersécurité qui est très très connecté à l'ANSSI. Moi, une phrase que j'aime bien, c'est « Créons les conditions du succès pour un avenir qui est un bien commun, et ce bien commun-là, il faut le partager. » Bah écoute, on a fait le tour. J'espère qu'on a répondu à pas mal de questions. Ça serait bien que tu nous fournisses cette petite liste, je mettrai dans les notes de l'épisode, avec quelques petits outils gratuits pour aider. Écoute, je suis super content, là on a fait, c'est le deuxième épisode ensemble, c'est toujours ce point commun de parler de choses compliquées simplement. Donc, on essaye. Voilà. Pas toujours facile. Merci beaucoup Kevin, c'était encore un plaisir et merci pour ton amitié. Fred, avec grand plaisir. Merci à bientôt. Beaucoup, à très vite. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscules. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.